Un père célibataire avait engagé une infirmière pour s'occuper de son fils atteint d'un cancer en phase terminale. Quelques jours plus tard, alors qu'il entrait dans la chambre pour voir son fils, son cœur s'arrêta en réalisant ce qu'elle avait fait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Grégory était le genre de garçon qui faisait sourire tout le monde. À seulement 11 ans, il semblait porter en lui une énergie contagieuse, capable d'illuminer l'atmosphère autour de lui malgré ses petites épaules. Ce jour ensoleillé, comme presque tous les après-midi, il se trouvait dans la rue pavée du quartier, jouant avec ses amis. Le vieux ballon usé passait de pied en pied tandis que les rires des enfants emplissaient l'air. Grégory courait avec agilité, ses pieds nus trouvant le sol avec la confiance de celui qui connaît chaque virage de cette rue. « James, passe le ballon, on va presque gagner », cria-t-il, le visage en sueur mais illuminé par un sourire. James éclata de rire et donna un coup de pied dans le ballon en direction de Grégory, qui le contrôla rapidement et commença à avancer vers le but de fortune, constitué de 2 grosses pierres. Les autres garçons tentèrent de l'entourer, mais Grégory était rapide. « Vous ne m'attraperez pas aussi facilement, il va falloir faire un peu plus d'efforts », plaisanta-t-il en évitant habilement ses adversaires. Il donna un coup de pied puissant, et le ballon alla droit dans le but. « But ! Je vous avais dit qu'on allait gagner !» célébra-t-il, levant les bras en l'air et sautant de joie. Ses amis s'approchèrent pour le féliciter, mais ils remarquèrent quelque chose d'inhabituel. Le visage de Grégory était plus pâle que d'ordinaire et il semblait avoir du mal à respirer. « Grégory, ça va ? Tu transpires comme un fou, mec ?» demanda James, l'expression inquiète. Grégory secoua la tête et esquissa un sourire forcé. « Ça va, j'ai juste besoin d'une minute. »« Je pense que le soleil est trop fort aujourd'hui, » répondit-il, essayant de minimiser ce qu'il ressentait. Pourtant, au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Une sensation de faiblesse commença à envahir son corps et sa tête se mit à tourner légèrement. Il s'assit sur le trottoir, faisant semblant de vouloir se reposer tout en luttant pour ne pas trahir son malaise. Ses amis reprirent le jeu, mais Grégory resta assis, regardant le ballon rouler d'un côté à l'autre. Il se frotta les yeux, qui devenaient embués, et appuya sa tête dans ses mains. « Je ne peux pas leur laisser deviner qu'il y a un problème. Ils s'inquiéteraient et je ne veux pas gâcher le jeu, » pensa-t-il. Il prit une profonde inspiration pour tenter de retrouver des forces, mais la sensation désagréable ne faisait qu'augmenter. La sueur perlait sur son front même si une douce brise commençait à souffler dans la rue, ses bras tremblaient légèrement et son cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'il allait sauter hors de sa poitrine. « Grégory, tu vas revenir jouer ou pas ? Tu rates tout l'amusement !» cria Peter, l'un des garçons qui gardait le but. Grégory tenta de répondre, mais sa voix semblait bloquée dans sa gorge. Il secoua la tête en silence et fit signe à ses amis de continuer sans lui. « Juste une minute de plus, je reviens tout de suite », murmura-t-il avec un faible sourire. Au fond de lui, une angoisse inexplicable le rongeait. « Qu'est-ce qui m'arrive ? Je n'ai jamais ressenti cela auparavant », pensa-t-il, tentant d'ignorer la peur grandissante. Après quelques minutes, Grégory décida de se lever et de retourner au jeu. Il ne voulait pas inquiéter ses amis. « Je ne peux pas rester ici, ils vont penser que je suis paresseux », se dit-il en se levant lentement. Mais aussitôt qu'il essaya de faire son premier pas, une vague de vertige l'envahit et tout autour de lui se mit à tourner. Il tenta de s'accrocher à un poteau proche, mais ses jambes fléchirent et il s'effondra à genoux sur le sol. « Grégory !» s'écria James en courant vers son ami. Grégory regarda James, les yeux à moitié fermés, essayant de lui faire comprendre qu'il allait bien, mais les mots ne sortirent pas. Il sentit le monde autour de lui se brouiller, comme s'il regardait à travers un verre sale. Les voix de ses amis lui parurent lointaines, presque inaudibles. Il tenta de lever la main pour les calmer, mais avant qu'il ne puisse agir, tout devint noir. Son corps s'effondra sur le côté et il perdit connaissance sur le trottoir chaud. Les amis de Grégory se rassemblèrent autour de lui, tous affichant des expressions paniquées. « Grégory, réveille-toi, parle-nous » implora James en secouant doucement son ami. Peter courut vers la maison la plus proche en criant à l'aide. Le silence qui suivit fut étouffant. Grégory, toujours aussi vif et plein de vie, gisait maintenant inerte, le visage pâle et les lèvres légèrement entr'ouvertes. Les enfants présents se regardèrent, ne sachant que faire. Des minutes, qui semblèrent des heures, s'écoulèrent avant qu'un adulte n'arrive en courant pour porter secours. « Que lui est-il arrivé ?» demanda la femme, les yeux écarquillés en s'agenouillant à côté de Grégory. Il jouait et a commencé à se sentir mal, puis il s'est effondré et a perdu connaissance, expliqua James, la voix tremblante.
La femme posa sa main sur le front de Grégory et constata qu'il était chaud. « Il a besoin d'une aide médicale, appelez quelqu'un rapidement », dit-elle en se tournant vers les autres enfants, qui se mirent bientôt à courir pour chercher de l'aide. Toujours inconscient, Grégory semblait fragile, étendu sur le trottoir, tandis que ses amis, qu'il avait toujours vu comme le garçon le plus fort et le plus déterminé du groupe, étaient désormais remplis de peur et d'inquiétude. « Il va aller mieux, n'est-ce pas ?» demanda James, presque en pleurs en tenant la main de son ami. La dame ne répondit pas immédiatement, mais son visage grave en disait long. Le silence ne fut rompu que par le bruit lointain de pas et de voix appelant à l'aide. La scène dans la rue mêlait tension et anticipation, chacun attendant anxieusement que Grégory reprenne connaissance ou que quelqu'un vienne lui porter secours. La douce brise qui apportait autrefois un peu de répit semblait maintenant porter l'inquiétude de tous, alourdissant l'air. Grégory, le garçon joyeux et plein de vie, se retrouvait désormais impuissant, son destin incertain. Herbert arriva dans la rue, le cœur serré et le visage empreint d'inquiétude. L'un des voisins était allé jusqu'à sa maison pour le prévenir que Grégory s'était évanoui pendant le jeu. Herbert laissa tout ce qu'il faisait et partit sans hésiter, les mains tremblantes alors qu'il serrait le volant de son vieux pick-up. Il se gara rapidement près du petit groupe qui s'était formé autour de son fils, ignorant les regards curieux des voisins et des enfants encore présents. « Grégory, mon fils, ça va ?» cria Herbert en s'agenouillant auprès du garçon, la voix chargée d'angoisse et de peur. Grégory ouvrit lentement les yeux en entendant la voix de son père, mais il avait l'air épuisé et faible. « Papa, j'ai juste eu un petit vertige, mais ça va ?» murmura-t-il en essayant de sourire malgré son visage pâle et son manque de force. Herbert prit délicatement le visage de son fils, examinant chaque détail comme s'il pouvait comprendre ce qui s'était passé rien qu'en le regardant. « Tu n'as pas l'air bien, Grégory. On va chez le médecin, maintenant. »« Je n'accepterai aucune excuse, » dit Herbert en essayant de rester calme, même si son esprit était déjà envahi par 1000 suppositions et inquiétudes. Il savait que Grégory était fort, mais quelque chose en lui disait que ce n'était pas qu'un simple malaise passager. Sans perdre une minute de plus, Herbert souleva son fils dans ses bras, le protégeant comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Les enfants et voisins, témoins de la scène, se turent, ressentant le poids de l'inquiétude dans l'air. Herbert déposa soigneusement Grégory dans le camion, démarra le moteur et accéléra en direction du poste de santé le plus proche. En chemin, il tenta de tenir une conversation avec son fils, mais sa voix trahissait l'anxiété. « Grégory, mon garçon, tu n'as rien ressenti avant ? Pas de douleur, pas de symptômes. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda Herbert en jetant un coup d'œil rapide à son fils pendant la conduite. Grégory prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses forces pour répondre. « Papa, je pensais que c'était juste de la fatigue. Je ne voulais pas t'inquiéter, je croyais que ça passerait, » dit-il, d'une voix basse mais pleine de sincérité. Herbert sentit une douleur dans sa poitrine en entendant ces mots. « Mon fils, ne me cache jamais rien. Je suis ton père, il est de mon devoir de m'occuper de toi, quoi qu'il arrive. Si tu ne me dis pas comment tu te sens, comment pourrais-je t'aider ?» répondit-il, retenant les larmes qui commençaient à monter. Il savait qu'il devait être fort, mais l'idée que quelque chose de grave puisse arriver à Grégory était insupportable. Arrivé au poste de santé, Herbert déposa Grégory à l'accueil et expliqua rapidement la situation. « Mon fils s'est évanoui et il est très faible. Il a besoin d'un médecin immédiatement, s'il vous plaît, » dit Herbert d'un ton urgent. La réceptionniste fit venir une infirmière qui conduisit les deux dans une salle d'examen. Le médecin arriva peu après et examina attentivement Grégory tout en interrogeant Herbert. « A-t-il déjà eu des problèmes de santé ? Est-ce arrivé plusieurs fois ?» demanda-t-il en vérifiant les signes vitaux du garçon. Herbert secoua la tête, confus. « Non, docteur. Grégory a toujours été en bonne santé, c'est un garçon plein d'énergie. Cela n'est jamais arrivé auparavant, » répondit-il, la voix tremblante. Le médecin effectua quelques tests supplémentaires et demanda que Grégory soit transféré dans un hôpital plus grand pour des examens plus poussés. « Je ne veux pas vous alarmer, mais il est préférable d'examiner cela avec soin. Nous devons comprendre ce qui cause ces évanouissements et cette faiblesse, » déclara-t-il d'un ton sérieux mais doux. Herbert accepta immédiatement, serrant fermement la main de son fils et se promettant de tout faire pour le protéger. À l'hôpital, Grégory subit une série de tests pendant qu'Herbert, anxieux, arpentait la salle d'attente, l'esprit en proie à 1000 pensées. « Est-ce quelque chose de grave ? Et si j'avais remarqué plus tôt ? J'aurais dû être plus attentif. » Chaque seconde lui pesait comme une éternité. Finalement, le médecin entra dans la salle d'attente, tenant une enveloppe contenant les résultats.
Herbert se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. « Docteur, qu'a-t-on trouvé? Mon fils va-t-il s'en sortir » implora-t-il, presque suppliant pour une bonne nouvelle. Le médecin, regardant Herbert avec une expression grave, tira une chaise et invita le père à s'asseoir. « Monsieur Herbert, je suis désolé, mais les tests révèlent quelque chose de sérieux. Grégory a un cancer et son état est assez avancé, dit-il, la voix basse mais ferme. » Herbert sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler ces mots qui lui semblaient irréels. « Un cancer? Non, ce n'est pas possible. Il n'est qu'un enfant, il a toujours été en bonne santé. Il doit y avoir une erreur. » s'exclama Herbert, la voix emplie de désespoir. Le médecin secoua la tête, compatissant. « Je comprends combien cela est difficile à accepter, monsieur Herbert, mais il ne fait aucun doute que Grégory souffre d'une leucémie à un stade avancé. Le traitement sera difficile, nous ferons tout notre possible, mais je dois être honnête avec vous, le pronostic est très réservé, expliqua-t-il avec soin. Une larme roula sur la joue d'Herbert tandis qu'il fixait le sol, peinant à trouver la force d'assimiler cette réalité dévastatrice. Il ne pouvait croire que son garçon, si plein de vie, devait affronter une épreuve aussi terrible. Après les tests, Grégory fut ramené dans sa chambre, toujours ignorant du diagnostic. Herbert entra dans la pièce et s'assit aux côtés de son fils, tenant sa main frêle. Grégory regarda son père, curieux. « Qu'est-ce que le docteur a dit, papa ? Je vais m'en sortir, n'est-ce pas ? » demanda-t-il timidement. Herbert tenta de lui sourire, mais sa voix se brisa. « Tu vas t'en sortir, mon fils, je te le promets. Nous ferons tout pour surmonter cela ensemble, » dit-il en caressant les cheveux de Grégory, le cœur littéralement brisé en 1000 morceaux, mais sachant qu'il devait rester fort pour lui. Peu après, le médecin revint dans la chambre pour expliquer que le traitement devait commencer immédiatement afin de contenir la maladie. Herbert acquiesça d'un air déterminé. Il ignorait comment il allait affronter cette épreuve, mais il était sûr d'une chose, il ferait l'impossible pour sauver son fils. Le silence dans la pièce était lourd, mais même sans comprendre pleinement la gravité de la situation, Grégory regarda son père avec confiance. « Je te fais confiance, papa. Je sais que tu prendras soin de moi, » dit-il d'une voix porteuse d'espoir malgré sa faiblesse. Herbert serra fort la main de Grégory, se jurant intérieurement de ne jamais abandonner, peu importe ce qui les attendait. Herbert conduisit en silence, avec Grégory allongé sur le siège passager, enveloppé dans une fine couverture ramassée à l'hôpital. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit comme un cauchemar. Le terme « cancer en phase terminale » paraissait insupportablement lourd, mais il savait qu'il devait rester fort, car le garçon à côté de lui était calme, sans peut-être comprendre pleinement ce qui se passait. Grégory leva les yeux vers son père, fatigué. « Papa, tout va bien? Tu sembles si silencieux ?» demanda-t-il d'une voix basse, chargée d'inquiétude. Herbert força un sourire. « Je réfléchis, mon fils. Nous allons trouver une solution, tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» répondit-il, tentant de dissimuler le désespoir qui envahissait son cœur. Alors qu'ils rentraient chez eux, Herbert aperçut quelque chose d'étrange au coin d'une rue. Un grand homme agressif tenait un mendiant par le col, le secouant de gauche à droite comme s'il s'agissait d'un jouet. Le mendiant avait l'air maigre et frêle, vêtu de haillons, le visage marqué par l'épuisement et la misère. Herbert ralentit, le ventre noué en regardant la scène. « Papa, qu'est-ce qui se passe là ?» demanda Grégory, la voix faible mais curieuse. Herbert poussa un soupir, se gara quelques mètres plus loin et dit « Reste ici, Grégory. Je vais voir ce qui se passe. » Essayant de rester calme, il sortit de la voiture et s'approcha de l'agresseur, le cœur battant. « Et, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Herbert d'un ton ferme. L'homme agressif se tourna brusquement, lançant à Herbert un regard dur et en colère. « Ne t'immisce pas, mon gars. Celui-ci me doit de l'argent, et je suis juste en train de récupérer ce qui m'appartient, » grogna-t-il en poussant violemment le mendiant contre un mur. Le mendiant, les yeux écarquillés de peur, murmura. « Je n'ai fait que demander un peu de nourriture, monsieur, je n'ai rien fait de mal. » Herbert sentit une vague d'indignation l'envahir. Ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un, surtout pas une personne qui est clairement dans le besoin, dit-il en essayant d'apaiser la situation. L'homme laissa échapper un rire amer, prêt à en découdre. « Tu veux t'en mêler, hein ?» lança-t-il d'un ton agressif, fixant Herbert intensément. Grégory, observant depuis la voiture, sentit son cœur s'emballer. « Papa, fais attention !» cria-t-il, mais Herbert leva la main pour l'arrêter. « Reste là, Grégory, je gère », répondit-il,
tentant de paraître confiant, bien que la tension monte en lui. Écoute, personne ici n'a besoin de se faire mal. Tu es en colère, je comprends, mais frapper quelqu'un ne résoudra rien, continua Herbert, levant les mains en signe de paix. Dis-moi ce que tu veux vraiment. Tu as besoin d'argent? Je peux t'aider, mais pose ce couteau, s'il te plaît. Sa voix était ferme, empreinte d'empathie, conscient qu'il s'adressait à un homme désespéré, reflet d'un désespoir qu'il connaissait bien depuis le diagnostic de Grégory. L'homme hésita, baissant légèrement le couteau, tout en continuant de tenir le mendiant par le col. Ce type, c'est un bon à rien. Il mendie sans jamais rien donner en retour, marmonna-t-il avec amertume. Herbert fit un pas en avant, gardant un regard calme et confiant. Peut-être n'a-t-il rien à t'offrir maintenant, mais tout le monde mérite une chance. Regarde-le bien, penses-tu qu'il soit là parce qu'il le veut vraiment? Parfois, la vie nous met dans des situations difficiles, et la seule solution est de s'entraider. Laisse-le partir, et je te promets de t'aider pour ce dont tu as besoin. Après quelques secondes de silence tendu, l'homme relâcha finalement le mendiant, qui s'écroula au sol, haletant et visiblement secoué. Herbert prit une profonde inspiration, ressentant un soulagement momentané, bien conscient que la situation n'était pas encore complètement résolue. « D'accord, tu as gagné aujourd'hui, » dit l'homme en repliant le couteau dans sa poche, mais ajouta. « J'espère que tu tiendras ta promesse. » Herbert hocha la tête, sortit quelques pièces de sa poche et les tendit à l'homme. « Tiens, utilise ceci pour repartir à zéro, et s'il te plaît, ne fais de mal à personne d'autre. Nous avons tous nos propres batailles à mener. » L'homme prit l'argent et s'éloigna sans un mot, disparaissant au détour du coin. Herbert aida ensuite le mendiant à se relever. « Tout va bien maintenant, tu es en sécurité, » dit-il en le tenant par le bras. Le mendiant, les yeux embués de gratitude et de larmes, murmura. « Merci, monsieur. Je pensais que c'était la fin pour moi aujourd'hui. Vous m'avez sauvé la vie. » Herbert posa une main sur l'épaule du mendiant et répondit. « Nous avons tous besoin d'aide parfois. Promets-moi juste de prendre soin de toi, d'accord ?» Après s'être assuré que le mendiant allait bien, Herbert retourna à la voiture où il trouva Grégory, les yeux grands ouverts et le visage pâle. « Papa, tu as failli te faire poignarder. Pourquoi as-tu fait cela ?» demanda Grégory, la voix chargée d'émotion. Herbert poussa un soupir et s'assit derrière le volant, regardant son fils. « Grégory, je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Quand on voit quelqu'un dans le besoin, même si cela comporte des risques, il faut agir. C'est comme ça que le monde peut devenir meilleur, » expliqua Herbert. Après quelques secondes de silence, alors que Grégory réfléchissait aux paroles de son père, il dit timidement. « Papa, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Quand je serai grand, je veux être comme toi. » Herbert, ému, regarda son fils et répondit avec tendresse. « Tu le es déjà, Grégory. Tu le es déjà. » La voiture reprit la route, le silence lourd de pensées profondes mêlé au vrombissement du moteur. Herbert savait que les épreuves à venir seraient immenses, mais il était certain qu'ensemble, ils pourraient tout affronter. Herbert se rendit compte qu'il devait prendre des décisions rapides et difficiles. Le diagnostic de Grégory planait constamment sur ses pensées. Il passait ses journées à s'inquiéter, tentant de concilier travail et soins pour son fils, mais la fatigue commençait à s'accumuler. Grégory devenait de plus en plus faible, et Herbert comprit qu'il ne pouvait tout supporter seul. Assis sur le canapé du salon, le visage pâle et les yeux fermés, Grégory semblait épuisé. Herbert prit alors une décision. « J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas faire ça tout seul, » murmura-t-il pour lui-même, partagé entre le soulagement et la culpabilité de l'admettre. Le lendemain matin, Herbert se mit à chercher quelqu'un en qui avoir confiance, quelqu'un de minutieux, fiable, et qui traiterait Grégory avec l'affection qu'il méritait autant que son propre fils. Après quelques appels, Herbert trouva une femme nommée Sophia, recommandée par un ami de longue date. « Monsieur Herbert, j'ai de l'expérience avec les enfants, surtout dans des situations difficiles. Je vous promets de m'occuper de Grégory comme s'il était mon propre fils, » déclara Sophia lors de l'entretien, d'une voix chaleureuse et compatissante. Sentant qu'il pouvait lui faire confiance, Herbert répondit. « Sophia, je vous demande simplement de traiter mon fils avec patience et affection. Il traverse une période très difficile en ce moment. » Sa voix était empreinte d'inquiétude. Le lendemain, Grégory était assis sur le canapé, enveloppé dans une couverture, regardant la télévision distraitement. Les derniers jours avaient été éprouvants, mais il essayait de rester positif malgré la faiblesse qui s'emparait de son corps. Assis dans un fauteuil à proximité, Herbert ne pouvait dissimuler son inquiétude, surveillant attentivement son fils pour le moindre signe de malaise.
Pendant ce temps, Sophia, la nouvelle employée, organisait la cuisine avec soin. Bien qu'elle n'ait commencé à travailler que depuis quelques jours, elle manifestait déjà une affection particulière pour Grégory. « Voulez-vous quelque chose, Grégory? Un thé, peut-être » demanda-t-elle en apparaissant dans le salon avec un sourire bienveillant. « Non, ça va, merci » répondit Grégory d'une voix faible mais polie. Soudain, le visage de Grégory changea. Il commença à ressentir le même malaise à l'estomac qu'auparavant. Son expression, auparavant calme, se tendit, et il posa une main sur son ventre pour tenter de contenir une nausée. Herbert remarqua immédiatement. « Grégory, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ressens quelque chose » demanda-t-il précipitamment, se levant du fauteuil pour se précipiter vers son fils. Grégory tenta de parler, mais aucun son ne sortit avant que, soudain, il se penche en avant et commence à vomir. « Sophia, dépêche-toi d'apporter quelque chose pour l'aider » cria Herbert en tenant Grégory pour qu'il ne tombe pas. Sophia se précipita dans la cuisine et revint avec une serviette et un seau, qu'elle tendit à Herbert, puis se mit à genoux auprès de Grégory. « Calme-toi, Grégory, respire profondément, ça va passer » dit-elle d'une voix douce et réconfortante. Grégory tremblait légèrement tandis que Sophia essuyait son visage avec la serviette humide. Herbert le serra dans ses bras, essayant de lui transmettre un sentiment de sécurité. « Je suis là, mon fils. Tu n'es pas seul, nous allons t'aider » murmura Herbert en caressant les cheveux de Grégory. Après quelques minutes, Grégory se calma peu à peu. Il regarda Sophia, les yeux embués de larmes, et murmura d'une voix faible. « Désolé, je ne voulais pas causer de problème. » Sophia secoua la tête avec un sourire doux. « Ne t'excuse pas, Grégory. Ce n'est pas de ta faute. Nous sommes là pour prendre soin de toi, toujours. » Herbert hocha la tête en signe d'accord. « C'est ça, mon garçon, nous sommes ensemble. Maintenant, il faut t'emmener à l'hôpital pour vérifier que tout va bien, » dit-il, essayant de garder son calme malgré l'inquiétude évidente dans ses yeux. Peu après, ils arrivèrent à l'hôpital. Grégory fut conduit dans une salle où il allait commencer sa chimiothérapie. Herbert et Sophia restèrent auprès de lui pendant que les infirmières préparaient le matériel nécessaire. Grégory regardait autour de lui, confus et un peu effrayé, serrant la main de Sophia, tandis qu'Herbert tentait de le distraire en lui parlant de ses jeux préférés. « Après ça, on pourra jouer à ce jeu de société que tu aimes tant, qu'en dis-tu » suggéra Herbert pour détendre l'atmosphère. Grégory esquissa un léger sourire, mais resta silencieux, visiblement inquiet. Le médecin entra alors dans la pièce, affichant une attitude professionnelle mais accueillante. Il s'approcha d'Herbert et de Sophia, parlant à voix basse pour ne pas effrayer Grégory. « La chimiothérapie va commencer bientôt, mais il y a un autre point important dont nous devons discuter » annonça-t-il. Le docteur, regardant Herbert, poursuivit. « En raison du traitement, les cheveux de Grégory vont commencer à tomber. Il est préférable de le raser dès maintenant afin qu'il n'ait pas à subir une perte progressive, ce qui serait moins traumatisant. » À ces mots, Herbert sentit une pression dans sa poitrine. Il savait que c'était inévitable, mais il était tout de même difficile d'entendre le médecin accroupi à côté de Grégory, lui parlant directement, mais sur un ton calme et doux. « Grégory, tu es un garçon très courageux. Je veux que tu saches que le traitement que nous allons effectuer est destiné à te renforcer, mais il se peut que tes cheveux tombent. Nous avons donc pensé qu'il serait préférable de les couper dès maintenant afin qu'ils ne te dérangent pas plus tard. Qu'en penses-tu » demandait le médecin avec un sourire encourageant. Grégory fronça les sourcils, confus. « Mais pourquoi est-ce que mes cheveux vont tomber ? Je ne veux pas que cela arrive, » dit-il, la voix pleine d'inquiétude. Herbert se mit à genoux à côté de son fils, posant sa main sur son épaule. « Mon fils, je sais que cela semble étrange, mais cela fait partie du traitement. Les cheveux repousseront, je te le promets. L'important maintenant, c'est ta santé, » dit Herbert, essayant d'expliquer d'une manière que Grégory pourrait comprendre. Sophia s'approcha également, tenant la main de Grégory, et dit « Tu sais, beaucoup de héros ont aussi la tête rasée. Tu ressembles à eux, fort et courageux, prêt à gagner ce combat, » dit-elle avec un sourire réconfortant. Même avec ces mots de soutien, Grégory ne semblait pas convaincu. Il regarda son père et Sophia, les yeux remplis de larmes. « Je ne veux pas me faire couper les cheveux, je les aime comme ils sont, » dit-il, la voix tremblante. Herbert sentit son cœur se serrer, mais il savait qu'il devait rester ferme. « Je sais que c'est difficile, mon fils, mais ce n'est que pour un moment, et quand tout cela sera terminé, je te promets que nous laisserons pousser tes cheveux comme tu le souhaites, d'accord ?» dit Herbert en passant sa main dans les cheveux du garçon. Peu après que la coupe de cheveux ait été réalisée par une infirmière,
Grégory resta silencieux tout au long du processus, fixant le sol tandis que les mèches tombaient. Herbert et Sophia restèrent à ses côtés tout le temps, lui offrant des mots de réconfort. Une fois terminé, Grégory se toucha la tête, ressentant quelque chose d'étrange. Il regarda Herbert avec une expression triste. « Papa, suis-je laid maintenant ?» demanda-t-il, la voix remplie d'insécurité. Herbert se mit à genoux à côté de lui, tenant fermement les épaules de son fils. « Grégory, tu ne seras jamais laid. Tu es le garçon le plus beau et le plus fort que je connaisse, et tu sais quoi ? Cela montre que tu es un combattant. » « C'est ce qui compte, » dit Herbert, les yeux remplis d'émotion. Sophia s'approcha également, attrapa un petit miroir et le montra à Grégory. « Tu es toujours le même, Grégory, comme toujours, seulement avec un air héroïque, et tu sais quoi ? Je trouve que c'est magnifique, » dit-elle en essayant de le réconforter. Grégory regarda le miroir avec hésitation, mais lentement un sourire timide apparut sur son visage. « C'est différent, mais je vais m'y habituer, » dit-il en essayant d'être positif. Herbert et Sophia échangèrent un regard, soulagés de voir qu'en dépit des difficultés, Grégory commençait à trouver la force de continuer, malgré sa tête rasée et le début de la chimiothérapie. Herbert et Sophia restèrent à ses côtés, déterminés à lui offrir tout le soutien nécessaire. La journée était loin d'être terminée, mais à cet instant, tout le monde savait qu'il faisait un pas important pour affronter ce qui les attendait. Le lendemain matin, Grégory se prépara à aller à l'école, mais quelque chose avait changé. Il évitait de se regarder dans le miroir et touchait nerveusement sa tête rasée. Herbert remarqua le comportement de son fils et tenta de le rassurer. « Grégory, tu es toujours le même garçon extraordinaire, et tes amis te traiteront comme ils l'ont toujours fait, » dit Herbert en essayant de lui transmettre de la confiance. Grégory haussa les épaules sans répondre, bien qu'il ait voulu croire aux paroles de son père. Une nouvelle et lourde insécurité semblait s'emparer de lui. Il attrapa son sac à dos et quitta la maison sans son énergie habituelle. En arrivant à l'école, l'atmosphère semblait normale, mais Grégory avait l'impression que tous les regards étaient braqués sur lui. Dès qu'il entra dans la cour, certains camarades chuchotèrent entre eux en pointant du doigt sa tête rasée. Il essaya d'ignorer cela, mais les moqueries et commentaires parvinrent jusqu'à lui. « Regardez, Grégory est chauve maintenant, essaie-t-il de devenir moine ?» se moqua l'un des garçons, suscitant des rires chez les autres. Grégory baissa la tête et essaya d'avancer en faisant semblant de n'avoir rien entendu, mais la honte et la tristesse grandissaient en lui. Pendant la récréation, la situation empirait. Certains garçons commencèrent à l'entourer près de la cour en faisant des blagues cruelles. « Et, Grégory, t'entraînes-tu à vieillir ou est-ce simplement parce que tes cheveux n'ont pas pu supporter ta laideur ?» dit un autre garçon avec un sourire malicieux. Grégory sentit ses yeux se remplir de larmes, mais il ne voulait pas pleurer devant eux. « Laissez-moi tranquille, » dit-il, la voix basse et tremblante. Les garçons rirent encore plus, visiblement satisfaits de voir que leurs paroles l'affectaient. Une fois rentré à la maison, Grégory jeta son sac à dos par terre et monta en courant à l'étage, le visage rouge de colère et d'humiliation. Herbert et Sophia, qui se trouvaient dans la cuisine, échangèrent des regards inquiets. « Je vais lui parler, » dit Sophia en montant après Grégory. Elle le trouva allongé sur le lit, le visage enfoui dans l'oreiller. « Grégory, que s'est-il passé ? Tu veux en parler ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Ça ne sert à rien, Sophia, il se moque de moi parce que je suis chauve. Je ne veux plus aller à l'école, » se plaignit Grégory, la voix étouffée par l'oreiller. Sophia soupira, le cœur serré face à la souffrance de Grégory. « Grégory, je sais que c'est dur, mais il n'y a rien de mal à cela. Tu te bats contre quelque chose de bien plus grand, et cela fait de toi un garçon très courageux. Ces garçons ne comprennent pas cela parce qu'ils ne savent pas ce que signifie être fort comme toi, » dit-elle en passant sa main dans ses cheveux. Grégory releva la tête, les yeux encore embués de larmes, et répondit tristement après quelques secondes de réflexion. « Je ne veux pas être fort, Sophia, je veux juste être normal comme avant. » Sophia eut une idée. « Grégory, attends ici, je vais arranger ça, » dit-elle en quittant la pièce. Avant qu'il ne puisse répondre, Sophia se rendit dans un magasin du centre-ville et revint peu de temps après, un sac à la main. « Grégory, regarde ce que je t'ai acheté, » dit-elle en entrant dans la pièce avec un sourire excité. Grégory, curieux, s'assit sur le lit pendant que Sophia sortait une perruque du sac. « Je me suis dit que tu aimerais porter ça. Ça ressemble beaucoup à tes cheveux d'autrefois, tu ne trouves pas ?» Grégory regarda la perruque et sembla indécis un instant. Sophia posa la perruque sur sa tête et arrangea les mèches pendant qu'Herbert, regardant depuis la porte, souriait légèrement. « Tu es magnifique, Grégory, on dirait même que rien n'a changé, »
dit Sophia en lui montrant un miroir. Grégory se regarda dans le miroir et esquissa un sourire timide. On dirait que je reviens à moi, dit-il en touchant la perruque avec précaution, pour la première fois depuis des jours, semblant vraiment heureux. Herbert posa sa main sur l'épaule de son fils et dit « Tu as toujours été toi-même, avec ou sans cheveux, mais si cela te fait te sentir mieux, alors tant mieux. » Le lendemain, Grégory alla à l'école en portant la perruque, se sentant plus confiant. Il entra dans la cour, bien que certains camarades chuchotassent encore, il les ignora. Lors des premières heures, tout semblait bien se passer. Grégory commença même à se sentir plus à l'aise, croyant que tout pourrait redevenir normal, mais pendant la récréation, alors qu'il courait pour jouer avec des amis, quelque chose d'inattendu se produisit. En essayant d'attraper le ballon, la perruque glissa de sa tête et tomba au sol, révélant de nouveau sa tête rasée. Un silence gênant s'installa dans la cour pendant quelques secondes, suivi de rires. « Regardez, il porte une perruque !» cria l'un des garçons en pointant du doigt Grégory. Il sentit son visage brûler de honte en essayant de ramasser rapidement la perruque, mais avant qu'il ne puisse le faire, l'un des garçons la donna d'un coup de pied en riant bruyamment. « Tu penses que ça va te rendre normal ? Tu es toujours chauve, c'est comme ça que tu es maintenant. » Se moqua-t-il tandis que les autres riaient. Grégory, les larmes aux yeux, tenta de saisir la perruque, mais le même garçon lui donna un coup de pied dans la jambe, le faisant tomber au sol. « Dégage de mon chemin, balèze !» dit le garçon avant de s'éloigner avec les autres. Grégory resta là allongé pendant quelques secondes, ressentant la douleur dans sa jambe et l'humiliation dans sa poitrine. Il ramassa la perruque du sol, la nettoyant soigneusement tout en retenant ses larmes. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » pensa-t-il, se sentant plus seul que jamais. En rentrant chez lui, Grégory entra en courant, passa devant Herbert et Sophia sans s'arrêter et se rendit directement dans sa chambre en claquant la porte. Herbert, inquiet, le suivit et le trouva assis sur le lit, tenant la perruque et pleurant. « Grégory, que s'est-il passé ? Tu veux en parler ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté de son fils. Grégory sanglota avant de répondre. « La perruque est tombée à l'école. Papa, tout le monde s'est moqué de moi et un garçon m'a même botté. Je n'en peux plus, dit-il, la voix pleine de douleur. » Herbert prit une profonde inspiration, le cœur serré face à la souffrance de son fils. Il posa sa main sur l'épaule de Grégory et dit « Mon fils, je sais que c'est difficile et que ce n'est pas juste que tu aies à traverser tout cela, mais je veux que tu te souviennes d'une chose, tu es bien plus que ce que les gens voient à l'extérieur. Tu as une force incroyable, et aucun commentaire ou aucune attitude de ces personnes ne peut changer qui tu es vraiment. » Grégory regarda son père, les larmes coulant toujours sur son visage, et répondit « Mais papa, je voulais juste être comme les autres, je ne veux pas que quelqu'un me regarde de cette façon. » Sophia entra dans la pièce à ce moment, apportant une serviette et une boisson chaude. « Grégory, tu es spécial parce que tu es toi, et les personnes qui comptent vraiment t'aimeront pour ce que tu es, pas pour ton apparence. Ne laisse pas ces garçons te faire oublier cela, » dit-elle en lui tendant la serviette. Grégory s'essuya le visage, toujours triste, mais ressentant le soutien de Sophia et Herbert comme un réconfort malgré la douleur de la journée. Il savait qu'au moins à la maison, il était accepté et aimé. Cette nuit-là, Grégory s'endormit avec la perruque à côté de son lit, tandis qu'Herbert et Sophia discutaient dans le salon, déterminés à trouver un moyen de protéger le garçon des cruautés du monde extérieur. Herbert n'arrivait pas à chasser de son esprit l'humiliation que Grégory avait subie à l'école. Les paroles de son fils la veille le hantaient « Papa, je voulais juste être comme les autres. » Il savait que Grégory faisait face à un combat difficile, non seulement contre la maladie, mais aussi contre la cruauté de ceux qui ne comprenaient pas sa situation. Le lendemain matin, Herbert prit une décision. « Je vais à l'école, je vais parler au directeur et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Personne n'a le droit de traiter mon fils ainsi, » dit-il à Sophia en buvant son café, avec une détermination sombre dans les yeux. Sophia, qui finissait de mettre la table, hocha la tête. « Je pense que c'est une bonne idée, Herbert. Grégory a besoin de savoir que tu es à ses côtés, et ces garçons doivent comprendre que ce qu'ils font est mal, » dit-elle d'un ton ferme mais accueillant. Herbert regarda l'horloge et soupira. « Je passerai par là avant d'aller à la société. Je ne peux pas laisser passer cela. » Il finit rapidement son café, attrapa ses clés de voiture et se prépara à partir, mais fut interrompu par la sonnerie urgente du téléphone. En décrochant, l'expression d'Herbert changea instantanément. À l'autre bout du fil, la voix du médecin de Grégory sonnait grave et sérieuse. « Monsieur Herbert, je suis désolé de vous appeler ainsi, mais nous avons besoin que vous veniez immédiatement à l'hôpital. Il y a quelque chose d'important concernant l'état de Grégory dont nous devons discuter. »
Herbert sentit un nœud se former dans son estomac et le monde sembla s'arrêter un instant. Il raccrocha sans dire grand-chose, attrapa ses clés et se précipita, tandis que Sophia le regardait partir, inquiète. À l'hôpital, Herbert fut conduit dans une chambre privée où le médecin l'attendait. Le comportement professionnel du médecin en disait long, même avant qu'il n'ouvre la bouche. « Monsieur Herbert, je sais que ce n'est pas une nouvelle facile à entendre, mais nous devons être francs. Grégory est à un stade très avancé de la maladie et le traitement que nous appliquons n'a pas l'effet escompté. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour le maintenir confortable, mais son temps est limité, dit le médecin, la voix lourde de chagrin. Herbert eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Il porta ses mains à son visage, tentant de digérer l'information, mais la douleur était accablante. Combien de temps a-t-il ? Demanda Herbert, la voix étranglée. Le médecin hésita un instant avant de répondre. Il est difficile de le dire précisément, mais peut-être quelques semaines au maximum. Herbert ne put retenir ses larmes, il s'était préparé à des combats difficiles, mais rien au monde ne l'avait préparé à perdre son fils. Après avoir passé quelque temps assis à l'hôpital, essayant de rassembler ses forces, Herbert décida qu'il devait se rendre à la société pour régler quelques affaires en suspens. Il savait qu'il était difficile de penser au travail à ce moment-là, mais il comprenait aussi qu'il devait assurer la stabilité financière pour faire face à tout ce qui se passait dans l'entreprise. Son partenaire Jones l'attendait, affichant une expression impatiente. « Herbert, tu finis par te montrer. Ça fait des semaines que tu n'as presque pas mis les pieds ici. Comment t'attends-tu à ce que l'entreprise fonctionne ainsi ?» commença Jones, croisant les bras et regardant Herbert avec mépris. Herbert prit une profonde inspiration en essayant de rester calme. Il savait que Jones ne comprendrait pas, mais il essaya quand même d'expliquer. « Jones, je sais que je n'ai pas été très présent, mais je fais face à quelque chose de personnel. Mon fils a le cancer, il est très malade. Pour l'instant, ma priorité est d'être à ses côtés, » dit Herbert d'une voix basse mais ferme. Jones, cependant, ne montrait aucune empathie. « Nous avons tous nos problèmes, Herbert. Tu penses être le seul, mais ceci est une entreprise, et je ne peux pas tenir le fort seul pendant que tu es occupé à résoudre des problèmes personnels. Si tu ne peux pas gérer cela, peut-être devrais-tu reconsidérer ta place ici, » répliqua froidement Jones. Herbert regarda son partenaire, ressentant un mélange de colère et de mépris, mais à cet instant, il sut que se disputer avec Jones ne servirait à rien. « Tu gardes l'entreprise si c'est ce qui t'importe. J'ai des choses bien plus importantes à gérer maintenant. Bonne chance avec ton affaire, » dit Herbert avant de prendre sa mallette et de partir sans se retourner. Il savait qu'il laissait quelque chose d'important derrière lui, mais pour lui, rien n'était plus important que d'être aux côtés de Grégory pendant les jours qui lui restaient. Alors qu'il approchait de chez lui, Herbert remarqua quelque chose d'étrange. Un panache de fumée s'élevait au loin, et plus il s'en rapprochait, plus l'odeur de brûlé devenait forte. Son cœur s'emballa en réalisant que la fumée venait de la direction de sa propre maison. Il accéléra, s'arrêtant brusquement devant le portail. La vue lui coupa le souffle, la maison était en feu et les flammes dévoraient rapidement les fenêtres et les murs. Des voisins s'étaient rassemblés à l'extérieur, certains essayant d'aider, tandis que d'autres restaient là, choqués. Herbert gara la voiture brusquement devant la maison, et ce qu'il vit le fit se figer un instant. Les flammes s'élevaient à travers les fenêtres et le toit, consumant rapidement tout sur leur passage. Une épaisse fumée se répandait dans le ciel, occultant la luminosité du soleil, et la chaleur était presque insupportable, même de loin. Mais le pire pour Herbert était de ne pas savoir où se trouvaient Grégory et Sophia. Sans hésiter, il descendit de la voiture et cria de toutes ses forces. « Sophia! Grégory! Êtes-vous là ?» Sa voix fut engloutie par le crépitement des flammes et le chaos qui se déroulait autour de lui. Les voisins s'étaient rassemblés sur le trottoir, certains appelant les pompiers, d'autres se contentant de regarder, impuissants. Herbert, cependant, ne pouvait rester immobile. « Mon fils est là-dedans, je dois le sortir » cria-t-il en se précipitant vers l'entrée de la maison. À l'entrée, un homme tenta de le retenir par le bras, essayant de le dissuader. « Herbert, ne le fais pas, c'est trop dangereux, les pompiers sont en route » avertit le voisin. Mais Herbert se débattit et répondit avec force. « Je ne peux pas attendre, mon fils et Sophia sont là-dedans. » Sans prêter attention à d'autres arguments, Herbert courut à l'intérieur de la maison, ignorant la chaleur étouffante et la fumée qui rendaient déjà la respiration difficile. Dès qu'il franchit la porte, il sentit l'air lourd dans ses poumons et ses yeux se remplirent de larmes. Le sol était chaud et les murs semblaient fondre sous la chaleur. « Grégory! Sophia! Où êtes-vous » cria-t-il, la voix rauque et pleine de désespoir,
mais la seule réponse fut le bruit des flammes dévorant l'intérieur de la maison. Herbert monta les escaliers en courant, trébuchant presque sur les marches, la fumée s'épaississait à l'étage supérieur, et il se sentait étouffé à chaque pas. Il donna un coup de pied dans la porte de la chambre de Grégory pour découvrir que la pièce était vide, que le lit était en feu et que l'odeur de bois brûlé était insupportable. « Grégory, réponds-moi, mon fils » cria-t-il à nouveau. Tousseur incontrôlable, il se tourna et courut vers la chambre de Sophia, mais ne trouva personne non plus. La panique monta en Herbert comme une vague dévastatrice. « Où sont-ils? Comment se fait-il qu'ils ne soient pas ici ?» pensa-t-il, tandis que la chaleur se resserrait autour de lui telle une étreinte mortelle et que la fumée était si épaisse qu'il pouvait à peine voir. Herbert couvrit son visage avec la manche de sa chemise, essayant de filtrer l'air, mais la sensation d'étouffement ne diminuait pas. Il savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps, mais il refusait de partir sans savoir où se trouvaient son fils et Sophia. Alors qu'il dévalait les escaliers en titubant, Herbert entendit une voix au loin. Il ne pouvait pas distinguer clairement les mots, mais il semblait que c'était un cri venant de l'extérieur. Il essaya de se concentrer, mais la fumée rendait tout confus. Lorsqu'il atteignit la porte d'entrée, il s'arrêta un instant et regarda dehors, les yeux mi-clos à cause de l'irritation. Là, il parvint à distinguer deux silhouettes parmi la foule de voisins, c'était Sophia tenant Grégory dans ses bras. Herbert tenta de crier, mais sa voix sortit étouffée et faible. Il fit un pas vers la sortie, mais son corps commença à faiblir. Le mélange de chaleur, de fumée et d'effort faisait des ravages. Il essaya de marcher plus vite, mais ses pieds semblaient lourds comme du plomb, chaque respiration apportait davantage de douleur et l'air qui entrait dans ses poumons semblait être enflammé. Herbert sentit sa vision commencer à s'assombrir, s'obscurcir au bord, comme si la maison se refermait sur lui. À quelques mètres de la porte, Herbert tomba à genoux. Il tendit la main pour atteindre la lumière de l'extérieur, mais tout semblait trop éloigné. « Je dois les atteindre », pensa-t-il alors que ses poumons brûlaient et que la faiblesse envahissait son corps. Herbert essaya de se relever, mais ses jambes refusaient d'obéir. La dernière chose qu'il vit avant de s'effondrer fut la silhouette de Sophia, tenant Grégory dans ses bras, tous deux en sécurité mais si loin de sa portée. Puis tout devint noir. Herbert ouvrit lentement les yeux, ressentant une douleur sourde dans sa poitrine et le bourdonnement régulier d'un moniteur cardiaque en arrière-plan. La lumière blanche éclatante de l'hôpital semblait intense, et il lui fallut quelques secondes pour comprendre où il se trouvait. Il cligna des yeux à plusieurs reprises, ajustant sa vision, jusqu'à ce qu'il réalise enfin que Grégory était assis à son chevet. Le garçon arborait un petit sourire soulagé en tenant la main de son père. « Papa, ça va ?» demanda Grégory, d'une voix douce mais pleine d'inquiétude. Herbert tenta de se lever, mais un vertige le força à abandonner. Il regarda Grégory, le souvenir de l'incendie revenant en lui rapidement. « Grégory, toi et Sophia, vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il d'une voix rauque et faible. Grégory hocha la tête, serrant la main de son père fermement. « D'accord, papa, c'était juste une frayeur. Le médecin a dit que tu t'étais évanoui à cause de la fumée, mais ils t'ont sorti à temps, » expliqua le garçon, les yeux brillants de soulagement. Herbert prit une profonde inspiration, sentant le poids de la peur céder la place à la gratitude. Sophia entra dans la pièce à ce moment, apportant à Herbert un verre d'eau. « Herbert, je suis tellement contente que tu sois réveillé. » Grégory était très inquiet, mais tout va bien maintenant, dit-elle avec un sourire réconfortant. Herbert la regarda, toujours en train de digérer tout cela, et demanda. « Et la maison, qu'est-ce qui s'est passé ?» Sophia soupira, posant le verre sur la table à côté du lit. « Les pompiers ont dit qu'il y a eu un court-circuit électrique dans la cuisine. Quand j'ai vu la fumée, j'ai couru chercher Grégory. Nous avons eu de la chance de nous en sortir à temps, puis nous t'avons vu entrer. C'était effrayant, » expliqua-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Herbert regarda Grégory, qui semblait fatigué mais essayait de rester fort. Il tendit les bras et serra son fils dans une étreinte chaleureuse. « J'ai cru vous avoir perdus tous les deux. Je ne sais pas ce que je ferais si cela se reproduisait, » dit Herbert, la voix tremblante d'émotion. Grégory le serra en retour et répondit. « Papa, je suis là, nous sommes ensemble, toujours. » Herbert ferma les yeux un instant, sentant les larmes couler silencieusement sur ses joues. Il savait que ce moment était précieux, mais il avait également le sentiment que leur temps était compté. Après quelques jours à l'hôpital, Herbert fut finalement autorisé à sortir. Il décida de ne pas retourner dans leur ancienne maison, car l'incendie avait tout détruit. Avec l'aide de Sophia, il trouva une nouvelle maison, petite et simple, mais assez chaleureuse pour repartir à zéro.
Grégory, qu'en penses-tu? C'est plus petit, mais c'est notre maison maintenant, dit Herbert en montrant à son fils la chambre qui serait la sienne. Grégory esquissa un petit sourire. J'aime ça, papa. C'est parfait pour nous, merci, répondit le garçon, une lueur timide dans les yeux. Le lendemain matin, alors qu'ils organisaient la nouvelle maison, la sonnette retentit. Herbert ouvrit la porte et trouva Jones, son partenaire commercial, debout là, avec une expression sérieuse et impatiente. Herbert soupira, s'attendant déjà au pire. « Jones, que fais-tu ici » demanda-t-il, gardant un ton calme mais visiblement fatigué. Jones entra sans y être invité, regardant autour de lui avec mépris. « Herbert, l'entreprise est en déclin. Comme si ce n'était pas déjà assez grave que tu aies disparu pendant des semaines, maintenant tu laisses tomber tout ce que je gère tout seul, et ça ne peut pas continuer comme ça, dit Jones en croisant les bras. Herbert prit une profonde inspiration en essayant de contenir son irritation. Jones, je t'ai déjà dit que mon fils est malade et qu'il est ma priorité. L'entreprise peut attendre, répondit fermement Herbert. Cependant, Jones ne semblait pas disposé à écouter. Priorité, Herbert? Ceci est une entreprise, pas une œuvre de charité. Si tu ne peux pas séparer ta vie personnelle de ton travail, peut-être ne devrais-tu pas être en charge, répliqua Jones, la voix empreinte de mépris. Herbert plissa les yeux, mais essaya de rester calme. Jones, tu ne sais pas ce que je traverse. Mon fils va bientôt mourir. J'essaie de profiter au maximum du temps qu'il me reste avec lui, dit Herbert, la voix lourde de douleur. Jones laissa échapper un rire sec en secouant la tête. Ah, c'est donc ça? Tu laisses tout s'effondrer à cause d'un garçon qui ne sera de toute façon plus là très longtemps. Herbert, peut-être vaudrait-il mieux qu'il disparaisse bientôt, ainsi tu pourras te remettre à te concentrer sur ce qui compte vraiment, dit Jones d'un ton cruel et dépourvu d'empathie. Herbert resta immobile un instant, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre, mais la colère commença à grandir en lui comme un feu incontrôlable. Sans hésiter, Herbert s'avança et gifla violemment Jones. Le bruit résonna dans la pièce et Jones se figea un instant, portant la main à son visage. « Ne parle plus jamais de mon fils de cette manière, » dit Herbert, la voix ferme et les yeux flamboyants de rage. « Je peux tout perdre, mais je n'accepterai pas que tu manques de respect à la vie de mon fils. Sors de ma maison maintenant. » Jones, visiblement en colère, tenta de répondre, mais l'intensité dans le regard d'Herbert le fit reculer. Il redressa sa cravate et partit en claquant la porte derrière lui. Grégory, qui se trouvait dans la pièce et avait entendu la dispute, apparut dans le salon, regardant son père avec curiosité. « Papa, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu en colère ?» demanda-t-il, l'expression confuse. Herbert se mit à genoux devant son fils, tenant délicatement ses petites mains. « Rien, tu n'as pas à t'inquiéter, mon fils, juste des affaires de travail, mais ça n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble et que je ferai tout pour te protéger, » dit Herbert d'une voix calme et rassurante. Sophia entra dans le salon, l'air inquiet, mais Herbert secoua simplement la tête, indiquant que tout était réglé. Il savait que les choses devenaient de plus en plus difficiles, mais il savait aussi qu'il ferait tout pour son fils. En tenant la main de Grégory, Herbert ressentit une force renouvelée. Il avait beaucoup perdu, mais il avait encore la personne la plus importante à ses côtés, et c'était tout ce qui comptait. Herbert était assis sur le canapé dans le petit salon de la nouvelle maison, le regard fixé sur un point du mur. Grégory jouait en silence dans un coin, assemblant un puzzle que Sophia lui avait acheté, tandis que Sophia, comme toujours, organisait les choses autour de la maison. Malgré l'ambiance paisible, Herbert ressentait un poids sur sa poitrine qui semblait grandir à chaque instant. Il regardait son fils et Sophia, qui l'observaient attentivement, comme s'il pressentait que quelque chose allait se passer. « Sophia, je dois y aller, je vais m'occuper de quelque chose d'important, » dit soudain Herbert en se levant. Sophia fronça les sourcils, surprise par cette décision soudaine. « Que vas-tu faire, Herbert? Est-ce quelque chose en lien avec l'entreprise ?» demanda-t-elle, cherchant à comprendre. Herbert secoua la tête en prenant les clés de la voiture. « Ce n'est pas une question de travail, c'est personnel. »« Je dois le faire seul, » répondit-il, la voix ferme mais chargée d'une tension qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Papa, vas-tu être parti longtemps? Reviendras-tu bientôt ?» demanda Grégory, les yeux pleins d'inquiétude. Herbert se pencha doucement, tenant les petites mains de son fils. « Je reviendrai, mon fils, je te le promets. Je ne serai pas parti trop longtemps. En attendant, reste ici avec Sophia, d'accord? Elle prendra soin de toi, » dit Herbert en essayant de sourire, mais son regard lointain trahissait qu'il avait quelque chose de plus important en tête.
Grégory hocha la tête, mais son expression montrait qu'il n'était pas entièrement convaincu. Sans donner d'explication supplémentaire, Herbert sortit, ressentant le poids de la décision qu'il avait prise. Il monta dans la voiture et conduisit à travers la ville, les mains fermement agrippées au volant, ses pensées se bousculant. Il savait qu'il faisait quelque chose qu'il avait longtemps évité, mais il sentait qu'il ne pouvait plus remettre cela à plus tard. La seule manière de trouver la paix en lui-même était de faire face au passé, un passé qu'il avait enterré mais qui semblait maintenant crier pour attirer l'attention. Le chemin vers la prison semblait plus long qu'Herbert ne s'en souvenait. Il regarda les grands immeubles et le ciel nuageux, mais son esprit était ailleurs. Le souvenir de la mère de Grégory refit surface avec force, comme un film qu'il ne pouvait pas mettre en pause. Ils s'étaient séparés il y a des années, et les circonstances de son emprisonnement le hantaient encore. Herbert savait que Grégory avait le droit de connaître la vérité, mais il savait aussi que cela apporterait plus de douleur à tous les deux. Néanmoins, il se sentait redevable envers la femme qui avait donné naissance à son fils. À son arrivée à la prison, Herbert gara la voiture et resta assis quelques minutes, essayant de rassembler le courage d'entrer dans ce bâtiment gris, dont les barreaux et les tours de guet semblaient plus intimidants que jamais. Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant. « Tu dois le faire, Herbert, pour Grégory, pour la vérité », murmura-t-il pour lui-même avant d'ouvrir la portière et de sortir. À l'entrée, un gardien l'accueillit et lui demanda ses documents ainsi que la raison de sa visite. « Je suis là pour voir une détenue, c'est la mère de mon fils », dit Herbert, la voix hésitante. Le gardien le regarda un instant avant de consulter la liste des visiteurs et d'acquiescer pour qu'il puisse passer. Herbert franchit plusieurs portes de sécurité, chacune se refermant avec un bruit métallique qui fit battre son cœur encore plus fort. En marchant dans les corridors froids de la prison, Herbert ressentit un mélange d'émotions. Il y avait de la colère, de la tristesse, du regret et surtout de la peur. Il ne savait pas à quoi ressemblerait la réunion, ce qu'elle dirait ni comment il réagirait en la revoyant. Lorsqu'un second gardien le conduisit à la salle des visiteurs, Herbert sentit ses mains devenir moites. Il s'assit sur l'une des chaises métalliques, regardant la porte par laquelle elle allait entrer, son cœur semblant battre de plus en plus fort à chaque seconde. La porte s'ouvrit enfin, et Herbert vit la silhouette d'une femme entrer. Elle était plus mince qu'il ne se souvenait, ses cheveux tirés en un chignon désordonné, et ses mains menottées devant son corps, mais ses yeux restaient les mêmes, les yeux qu'il avait connus il y a des années, pleins de vie, mais désormais marqués par la douleur et le temps. Herbert resta immobile, incertain de la manière d'entamer la conversation. Il savait que ce moment allait tout changer. Herbert resta assis là, regardant Ruth devant lui, cherchant les mots justes pour commencer la conversation. Tant d'émotions contradictoires l'envahissaient, de la colère contre ce qu'elle avait fait, de la tristesse pour ce qu'il traversait, et un pincement de culpabilité de l'avoir cherché si longtemps. Ruth, de son côté, semblait aussi surprise que lui, ses yeux, désormais fatigués et marqués par le temps, fixés sur Herbert, cherchant une explication. « Pourquoi es-tu venu ici, Herbert ? Après tout ce temps, qu'est-ce qui t'a amené vers moi ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, presque en chuchotant. Herbert prit une profonde inspiration, se penchant en posant ses coudes sur la table métallique qui les séparait. Il savait que cette conversation serait difficile, mais il ne pouvait plus la remettre à plus tard. « Ruth, je ne suis pas ici pour moi, je suis ici pour Grégory, » dit-il, la voix lourde, laissant le nom de leur fils résonner dans l'air. Il observa un changement immédiat sur le visage de Ruth. Ses yeux, autrefois fatigués, brillaient désormais d'inquiétude et de curiosité. « Grégory, qu'est-ce qui est arrivé à mon fils ? Va-t-il bien ?» demanda-t-elle en se penchant, la tonalité d'urgence évidente. Herbert avala difficilement, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Non, Ruth, il n'est pas bien. Grégory est malade, très malade, » commença-t-il, sentant sa gorge se serrer. « Il a un cancer, et le médecin a dit qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. » Ces mots semblèrent résonner dans la pièce, remplissant l'espace d'une douleur palpable. Les yeux de Ruth s'écarquillèrent, ses mains menottées couvrant sa bouche. « Non, ce n'est pas possible. Grégory n'est qu'un enfant, il a toujours été en bonne santé. Comment cela a-t-il pu arriver ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par les larmes qui commençaient à couler sur son visage. « Je voulais aussi savoir, Ruth, mais ce qui importe maintenant, c'est qu'il a besoin de toi. Je sais que les choses entre nous se sont terminées de manière horrible, mais Grégory t'aime toujours. Il te demande toujours, et même si j'ai évité de parler du passé, je ne peux pas lui refuser. Maintenant, il mérite de te voir au moins une dernière fois, » dit Herbert, la voix ferme mais pleine d'émotion. Ruth le regarda avec un mélange de choc et de remords, les larmes coulant librement. «
Je n'ai jamais voulu blesser Grégory. Tout ce que j'ai fait, aussi mauvais que cela ait été, n'a jamais été contre lui. Je l'aime plus que tout, dit-elle en sanglotant. Herbert hocha la tête, bien que son cœur fût partagé. Il savait que, malgré l'amour de Ruth pour son fils, elle avait fait de terribles choix dans le passé. Je sais que tu l'aimes, Ruth, mais je sais aussi ce que tu as essayé de me faire. Dit-il d'un ton plus froid, se rappelant la raison pour laquelle elle était là. Ruth baissa la tête, honteuse, mais Herbert continua. Tu as essayé de m'empoisonner, tu as voulu me tuer pour obtenir l'argent. Je n'oublierai jamais cela, mais maintenant, il ne s'agit pas de nous deux, il s'agit de Grégory. Ruth leva les yeux, désespérée. Herbert, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je ne vais pas essayer de le justifier, mais j'étais perdu. Je pensais que l'argent résoudrait tous mes problèmes, mais je me suis trompé, et payer pour cela ici m'a fait comprendre à quel point j'ai tout gâché. J'ai perdu mon fils, ma liberté, tout. Mais s'il te plaît, laisse-moi le voir une seule fois, je te le supplie, dit-elle, la voix chargée de remords. Herbert la regarda longuement, essayant de décider s'il devait faire confiance à ses paroles. Il savait qu'il y avait des risques, mais il savait aussi que Grégory méritait ce moment avec sa mère. Je vais te sortir d'ici, Ruth, mais c'est pour Grégory, pas pour toi. Je vais parler au chef et faire tout ce qu'il faut pour que tu sois libéré, même si ce n'est que pour une journée, dit-il enfin. Ruth se mit à pleurer encore plus, hochant la tête en signe de gratitude. Merci, Herbert. Je te promets que je ne te décevrai pas, dit-elle, la voix étranglée, avant de quitter la prison. Herbert se rendit directement au poste de police. Il connaissait le chef en charge de l'affaire de Ruth et savait qu'il serait difficile de le convaincre de la libérer, ne serait-ce que temporairement. À son arrivée, il fut accueilli par un officier qui le conduisit au bureau du chef. « Herbert, ça faisait un moment que nous ne nous étions pas vus. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui » demanda le chef en ajustant les papiers sur son bureau. Herbert s'assit, prit une profonde inspiration avant de commencer. « J'ai besoin d'une faveur. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais c'est une question de vie ou de mort. » Le chef fronça les sourcils, intrigué. « Continue, » dit-il en croisant les bras. Herbert expliqua toute la situation, le cancer en phase terminale de Grégory, la demande que Ruth voie son fils une dernière fois et sa volonté de faire tout ce qui était nécessaire pour que cela se réalise. Le chef écouta attentivement, mais son visage resta sérieux. « Herbert, je comprends ta situation, mais tu sais que ce n'est pas simple. Ruth a été condamnée pour tentative de meurtre, la libérer, même temporairement, représente un risque énorme, dit-il d'un ton grave. Pourtant, Herbert n'était pas prêt à abandonner. Je sais, chef, mais je demande cela en tant que père qui ferait n'importe quoi pour son fils. Grégory est en train de mourir et il a besoin de voir sa mère. Je ne peux pas le laisser partir sans ce moment. Si nécessaire, j'assumerai l'entière responsabilité, je paierai ce qu'il faut, ferai tout ce qui est requis. Mais s'il vous plaît, aidez-moi, répondit Herbert d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Le chef se tut quelques secondes, analysant la situation. Il savait qu'Herbert était un homme honnête, mais il comprenait aussi la gravité de la demande. Herbert, si je fais ça, j'aurai besoin de garanties. Tu devras payer une caution élevée et signer une décharge, en assumant l'entière responsabilité des actes de Ruth pendant sa liberté. Tout problème qu'elle causera sera de ta faute. Es-tu prêt à faire cela ? Demanda le chef, le regard perçant. Oui, je suis prêt. Je paierai tout ce qu'il faut, mais j'ai besoin qu'elle voie son fils. C'est tout ce que je demande, répondit Herbert sans hésitation. Le chef soupira, prit quelques papiers pour remplir les termes de l'accord. Très bien, Herbert, mais cela doit être rapide, un jour au maximum, et si quelque chose tourne mal, je ne pourrai pas te protéger, dit-il pendant qu'Herbert signait les documents. Merci, chef. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi et mon fils, dit Herbert en serrant fermement la main de l'homme. Après avoir réglé la caution et finalisé les procédures légales, Herbert retourna à la prison pour aller chercher Ruth. Lorsqu'elle sortit, toujours vêtue de ses simples habits de prison, ses yeux croisèrent ceux d'Herbert. Elle semblait surprise d'être à l'extérieur, même temporairement. « Tu l'as fait » demanda-t-elle, la voix tremblante. Herbert acquiesça, l'expression grave. « Oui, mais nous n'avons qu'un jour. »« Ne le gâche pas » dit-il en la guidant vers la voiture. Herbert gara la voiture devant la maison, mais quelque chose semblait différent. L'endroit était calme, comme si le temps s'était arrêté. Il regarda Ruth, assise à côté de lui, toujours en train d'essayer de digérer le tourbillon d'émotions que cette liberté temporaire lui avait apporté. Ruth garda les yeux fixés sur la maison, les mains agitées sur ses genoux. « Il est là, n'est-ce pas »
demanda-t-elle, la voix tremblante. Herbert acquiesça, prenant une profonde inspiration. Oui, Grégory est là. Sophia doit s'occuper de lui. Allons-y. Ils descendirent tous les deux de la voiture, Herbert en tête tandis que Ruth suivait hésitante. Le silence autour de la maison semblait oppressant. Normalement, Herbert entendrait la voix douce de Sophia s'affairer aux tâches ménagères ou Grégory jouer avec les jeux qu'il aimait tant, mais maintenant il n'y avait qu'un vide inquiétant. Herbert s'arrêta un instant devant la porte, la main hésitante sur la poignée. Il regarda Ruth, dont le visage était pâle. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant sa tension. Herbert se contenta d'acquiescer, mais quelque chose en lui le mettait en garde. Quelque chose n'allait pas. En ouvrant la porte, une odeur étrange qui envahit immédiatement la pièce attira son attention. Ce n'était pas une forte odeur de produits de nettoyage ou de nourriture, comme d'habitude, mais quelque chose de chimique, légèrement sucré, qui semblait imprégner l'air. Herbert fronça les sourcils en regardant autour. « Sophia » appela-t-il, mais il n'y eut aucune réponse. Le cœur d'Herbert se mit à battre plus vite. Il regarda Ruth et vit la peur gravée sur son visage. « Reste ici, dit-il, se déplaçant prudemment vers la chambre de Grégory. En entrant dans le couloir, le silence semblait plus lourd. Herbert tenta d'ignorer la sensation d'oppression qui grandissait dans sa poitrine alors qu'il s'approchait de la porte à moitié ouverte de la chambre de Grégory. Il poussa lentement la porte, et ce qu'il vit fit s'effondrer son monde. Grégory gisait immobile sur le lit, les yeux fermés, l'expression sereine, mais quelque chose clochait terriblement. Herbert se précipita vers son fils, s'agenouillant à côté du lit. « Grégory, mon fils, réveille-toi » cria-t-il en secouant le corps du garçon, mais il n'y eut aucune réaction. Peu après, Ruth entra dans la pièce, et son cri d'horreur résonna dans toute la maison. Elle courut vers le lit, tenant le visage de son fils dans ses mains, des larmes coulant sur ses joues. « Non, ça ne peut pas arriver. Grégory, mon bébé, s'il te plaît, parle-moi, implora-t-elle, mais il n'y eut aucune réponse. Herbert sentit les larmes brûler ses yeux alors que la réalité le frappait de plein fouet. Grégory était mort. Soudain, Herbert entendit un bruit provenant du coin de la pièce et se retourna rapidement. Sophia était là, le regardant d'un air froid et calculateur. « Qu'as-tu fait » demanda Herbert, sentant un frisson parcourir son corps. Sophia retira lentement son masque, révélant un sourire inquiétant. « Qu'est-ce que j'ai fait, Herbert ? Je me suis juste assuré qu'il ne souffrirait plus. Vous êtes tous les deux si pathétiques, essayant de retarder l'inévitable. Il était destiné à mourir de toute façon, j'ai juste accéléré le processus, dit-elle d'un calme effrayant. » Ruth, toujours agenouillée à côté du lit, regarda Sophia avec une haine pure. « Tu as tué mon fils. Comment as-tu pu ? Il n'était qu'un enfant. » s'écria-t-elle, la voix tremblante de douleur et de fureur. Herbert fit un pas en direction de Sophia, les poings serrés et les yeux pleins de larmes. « Pourquoi, Sophia ? Je te faisais confiance. Tu prenais soin de mon fils, tu faisais semblant de t'en soucier, dit-il, la voix empreinte d'angoisse. Sophia éclata d'un rire froid et cruel qui résonna dans la pièce. « Prends soin, Herbert. Je ne me suis jamais soucié de lui. Tout ce que j'ai fait était pour mon propre bénéfice. Vous êtes tous les deux si naïfs de penser que vous pouviez sauver quelqu'un qui était déjà condamné. » Ruth tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent et elle tomba de nouveau au sol en sanglotant incontrôlablement. Herbert, quant à lui, sentit la rage consumer chaque parcelle de son être. Il s'avança vers Sophia, la saisissant par les épaules. « Tu vas payer pour ça, Sophia, je te le jure » cria-t-il, tandis que Sophia continuait de sourire d'un air inquiétant. « Paye-moi, Herbert. Qu'est-ce que tu vas faire ? Me tuer ? Cela ne ramènera pas Grégory, répondit-elle, la voix chargée de mépris. Avant qu'Herbert ne puisse répondre, Sophia parvint à se dégager de ses mains et s'enfuit de la pièce. Herbert essaya de la suivre, mais ses pieds semblaient lourds, comme si le choc de ce qui venait de se passer le rattrapait enfin. Il regarda Ruth, toujours à côté du corps de Grégory, et sentit le poids écrasant de la culpabilité et de la perte. Sophia s'était échappée pour l'instant, mais Herbert savait que sa priorité à ce moment-là était son fils. Il s'agenouilla aux côtés de Ruth, lui posant une main sur l'épaule. « Ruth, nous devons informer la police. Nous ne pouvons pas laisser Sophia s'échapper, dit-il d'une voix basse mais ferme. » Ruth le regarda, les yeux rouges de tant de pleurs, et dit en tenant fermement la main de son fils. « Et Grégory, nous ne pouvons pas le laisser ici comme ça. » Herbert hocha la tête, des larmes coulant librement sur son visage. « Je sais, Ruth, je sais, mais il mérite justice, et j'en ferai en sorte, je te le promets, dit-il le cœur brisé.
Ruth se leva, déterminée à ne pas laisser Sophia impunie. Le silence de la maison, désormais encore plus oppressant, semblait faire écho à la perte irrémédiable qu'il venait de subir. Ruth resta paralysée pendant quelques secondes, fixant la porte par laquelle Sophia s'était échappée, mais dès que l'adrénaline prit le dessus sur son corps, elle se leva brusquement et courut après l'infirmière. Herbert essaya de la retenir, mais Ruth était consumée par la fureur et la douleur. « Je ne laisserai pas cette femme s'échapper. Elle a tué mon fils, Herbert !» cria-t-elle, la voix chargée de haine. Herbert tenta d'atteindre Ruth, mais la douleur d'avoir perdu Grégory le paralysa, et il se contenta de regarder tandis qu'elle suivait la meurtrière à travers la maison. Ruth entra dans la cuisine où elle trouva Sophia en train d'essayer d'ouvrir la fenêtre. « Espèce de misérable, comment oses-tu faire ça avec lui? Il n'était qu'un enfant !» s'écria Ruth en avançant vers la femme, les poings serrés. Sophia se retourna, un mélange de panique et de froideur dans le regard. « Tu crois pouvoir m'arrêter? J'ai fait ce que tu n'as pas eu le courage de faire. J'ai épargné à ton fils de plus amères souffrances, dit Sophia, d'une voix pleine de sarcasme. Ruth ne put se contenir et tenta de l'attraper, mais Sophia fut rapide. Elle grimpa sur l'évier, d'un bond, s'échappa par la fenêtre, disparaissant dans l'obscurité. Peu après, Herbert arriva dans la cuisine, voyant Ruth debout près de la fenêtre ouverte, haletante, les larmes coulant sur son visage. « Elle est partie », murmura Ruth presque en s'effondrant au sol, complètement submergée par le désespoir. Herbert s'approcha et l'aida à se relever. « Elle s'est peut-être échappée pour l'instant, mais elle ne s'en sortira pas. Je veillerai à ce qu'elle paie pour cela, dit-il d'une voix ferme, bien que chargée de douleur. » Il regarda par la fenêtre, le cœur plein de culpabilité d'avoir fait confiance à Sophia et d'avoir permis qu'une chose aussi terrible se produise. Les deux retournèrent dans la pièce où Grégory gisait encore sur le lit, le visage serein, comme s'il dormait simplement. Herbert sentit ses jambes se défaillir en s'approchant de son fils. Il s'agenouilla à côté du lit et prit le petit corps dans ses bras, le serrant fort contre sa poitrine. Des larmes ruisselaient sur son visage tandis qu'il sanglotait incontrôlablement. « Mon fils, mon garçon, j'avais promis de te protéger et j'ai échoué. Pardonne-moi, Grégory, dit Herbert, la voix étranglée par la douleur. » Ruth s'agenouilla à côté de lui, les enveloppant tous les deux dans une étreinte serrée. Leurs sanglots remplissaient la pièce, alors que le vide laissé par Grégory semblait englober tout autour d'eux. Tandis qu'il tenait son fils, Herbert commença à repenser à tout ce qui s'était passé, l'arrivée soudaine de Sophia, son dévouement apparent envers Grégory et la façon dont elle semblait toujours attentive aux moindres détails. Quelque chose n'avait pas de sens. Herbert se rappela le jour où il l'avait embauchée, lorsqu'elle semblait en savoir plus sur sa vie qu'il ne l'avait partagée. Les pièces commencèrent à s'assembler dans son esprit et un nom émergea parmi ses pensées. « Jones » murmura Herbert, les yeux écarquillés. Ruth le regarda, confuse. « Que as-tu dit » demanda-t-elle en pleurant encore. Herbert essuya rapidement ses larmes et prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. « Jones. C'est le seul qui aurait pu faire ça. Il a toujours détesté le fait que j'ai quitté l'entreprise, il m'a reproché tout ce qui allait mal, et Sophia, elle n'est jamais apparue par hasard. Il a dû l'envoyer ici pour me frapper là où ça fait le plus mal, expliqua Herbert, la voix pleine de colère et de conviction. Les yeux de Ruth s'écarquillèrent, toujours en train d'assimiler ce qu'Herbert venait de dire. Tu penses qu'il a tout planifié, qu'il a envoyé Sophia ici pour tuer notre fils ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Herbert hocha lentement la tête, les pièces s'assemblant plus clairement dans son esprit. Ça a du sens. Il savait que Grégory était tout pour moi, qu'en cas de malheur pour mon fils, je n'aurais pas la force de lutter. C'est le genre de choses que ferait Jones juste pour me détruire, dit-il en serrant les poings. La colère bouillonnait en lui, mais la douleur de la perte était encore plus grande. Il regarda Ruth, sous le choc, et dit « Je ne vais pas laisser passer ça. Jones paiera pour ça, lui et Sophia. » Ruth posa sa main sur l'épaule d'Herbert, essayant de le calmer. « Herbert, je comprends ta colère, je la ressens moi aussi, mais ce n'est pas le moment de penser à la vengeance. Nous devons nous concentrer sur Grégory, notre fils. Il mérite un adieu digne, dit-elle, la voix se brisant. Herbert la regarda et hocha la tête, bien que la colère continuât de brûler en lui. « Tu as raison, Grégory passe en premier, mais ensuite, je m'en prendrai à Jones. Il ne peut pas s'en tirer comme ça. » Les deux s'agenouillèrent à côté du lit, tenant le corps de Grégory dans leurs bras, tandis que les larmes continuaient de couler. Herbert savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais il savait aussi qu'il ne pourrait se reposer tant que justice ne serait pas rendue. La douleur de la perte était insupportable, mais en même temps,
elle lui donnait une nouvelle détermination. Il se jura qu'il honorerait la mémoire de Grégory en s'assurant que ceux qui avaient causé sa mort paieraient pour leurs actes. Pendant ce temps, Jones arpentait les rues animées du centre-ville, avec son habituel air de supériorité. Sa présence attirait l'attention, mais pas pour les bonnes raisons. Il passait devant les piétons avec dédain, comme si tous ceux qui l'entouraient étaient insignifiants. Vêtu d'un costume impeccable et portant une mallette en cuir coûteuse, il semblait intouchable, mais son âme était aussi souillée que ses intentions. Alors qu'il tournait un coin de rue, Jones remarqua un groupe de mendiants assis sur le trottoir, cherchant à se réchauffer autour d'un feu de fortune fait de carton et de morceaux de bois. Jones s'arrêta et les observa avec dégoût. « Regardez-vous, bande d'échecs, vous ne pouvez même pas trouver un endroit convenable pour mourir, » dit-il en jetant une canette de soda vide sur le sol près d'eux. L'un des mendiants tenta de l'ignorer, mais Jones ne s'en contenta pas, il donna un coup de pied dans l'une des boîtes qu'ils utilisaient comme support, dispersant les quelques effets qu'ils possédaient. « Tu me dégoûtes. Tu ne devrais même pas être ici à salir la ville, » continua-t-il, riant bruyamment de sa propre cruauté. Une femme âgée, assise dans un coin, tenta de se lever, mais Jones fut encore plus cruel. « Qu'y a-t-il, vieille dame? Tu essaies de me confronter? Retourne dans le trou d'où tu es sorti, » dit-il en jetant un sac de nourriture par terre devant elle. La femme, les yeux remplis de larmes, ramassa silencieusement le sac. Mais Jones ne s'arrêtait pas, il continuait d'insulter les mendiants, donnant des coups de pied à tout ce qui se trouvait devant lui, comme si la souffrance d'autrui était un sport. Les passants dans la rue regardaient la scène avec désapprobation, mais personne n'osait le confronter. Alors que Jones poursuivait son exhibition de cruauté, une silhouette familière apparut de l'autre côté de la rue. Sophia marchait d'un pas pressé, mais s'arrêta en voyant Jones. Elle ajusta le masque d'indifférence qu'elle portait si bien, bien que son cœur battît la chamade. Sophia savait que Jones était impliqué dans tout, mais à cet instant, elle avait besoin de lui rendre compte de ce qu'elle avait fait. « Jones » appela-t-elle en traversant la rue d'un pas ferme, le regard froid et calculateur. Jones la regarda, d'abord confus, puis reconnut l'infirmière. « Sophia, enfin !»« Je commençais à me demander si tu avais échoué », dit-il avec un sourire cruel en s'éloignant des mendiants. Sophia se tint devant lui, l'expression sérieuse mais les yeux étincelants de malice. « Je n'ai pas échoué, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Le garçon est parti, il ne causera plus aucun problème, » répondit-elle d'une voix calme mais chargée de fierté pour ce qu'elle avait accompli. Jones leva les sourcils, visiblement satisfait de la nouvelle. « Ah bon? Alors, tu as réussi à accélérer le processus. Je pensais qu'Herbert serait un peu plus malin, mais il semble qu'il soit aussi inutile que je l'imaginais, » dit Johan en laissant échapper un rire. Sophia croisa les bras en le regardant. Il n'a même pas réalisé ce qui se passait. J'ai fait en sorte que tout paraisse naturel, mais il était tellement distrait par la douleur de son fils qu'il ne m'a pas soupçonné. C'était plus facile que je ne le pensais, continua-t-elle, un sourire discret apparaissant sur son visage. Jones secoua la tête, impressionné. C'est parfait, Sophia. Parfait, maintenant Herbert n'a plus d'excuses pour fuir ses responsabilités dans l'entreprise. Il devra se ressaisir, et je vais le remettre à sa place, à chaque seconde, dit Johan d'un ton triomphant. Sophia observa, mais intérieurement, elle se demandait si Jones comprenait réellement la gravité de ses actes. Elle-même se moquait de la morale, mais voir à quel point Jones était satisfait de la mort d'un enfant lui fit réaliser à quel point il pouvait être cruel. « Tu es plus froid que je ne le pensais, Jones. Je n'imaginais pas que tu serais si heureux de la mort d'un enfant, » dit Sophia en le provoquant d'un léger sourire. Jones haussa les épaules, comme s'il s'en fichait. Enfant ou pas, c'était un obstacle, et les obstacles existent pour être éliminés, répliqua-t-il d'un ton montrant toute sa satisfaction. Herbert avait besoin d'un rappel qu'il n'était pas intouchable maintenant, qu'il avait une raison réelle de se concentrer sur ce qui compte, l'entreprise. Jones répondit d'un ton qui trahissait sa satisfaction personnelle. Sophia hocha la tête sans rien dire d'autre, mais au fond, elle savait que la situation était loin d'être terminée. Jones avait obtenu ce qu'il voulait, mais Herbert n'était pas du genre à accepter la défaite sans se battre, alors que les deux s'éloignaient de la scène. Jones continua à parler de ses plans pour contrôler l'entreprise et mettre Herbert à genoux, pendant que Sophia écoutait en silence, se demandant ce que l'avenir leur réservait à tous. Le jour des funérailles de Grégory était gris, avec de denses nuages couvrant le ciel comme un manteau du matin. Herbert et Ruth se tenaient à côté du petit cercueil, qui paraissait encore plus minuscule à mesure que le moment approchait. Des amis et des voisins étaient venus offrir leurs condoléances silencieuses, mais la douleur qu'ils ressentaient tous les deux était un abîme que personne ne pouvait atteindre.
Herbert serra fermement le bras de Ruth, comme s'il avait besoin de cette connexion pour rester debout. Il regarda le cercueil, les yeux embués de larmes, le poids de la perte lui écrasant la poitrine. « J'aurais dû le protéger, oui. D'une certaine manière, j'ai échoué, murmura-t-il, la voix chargée de culpabilité. Ruth ne répondit pas immédiatement, elle regarda le cercueil être lentement descendu dans la terre, des larmes coulant sur son visage. Finalement, elle serra la main d'Herbert et dit d'une voix tremblante. « Tu as fait ce que tu pouvais, Herbert. Nous l'avons tous les deux fait. » Il savait qu'il était aimé, et c'est ce qui compte le plus, mais la douleur ne disparaîtra jamais. Herbert hocha la tête, même si les paroles de Ruth ne lui apportaient pas le réconfort dont il avait besoin. Il ferma les yeux, sentant le vent froid sur son visage, alors que le bruit de la pelle remplissant la tombe de terre résonnait autour de lui. Lorsque la cérémonie prit fin, la plupart des gens se dispersèrent, laissant Herbert et Ruth seuls au cimetière. Le silence était lourd mais nécessaire. Ruth s'agenouilla, déposant une petite fleur sur la terre fraîchement perturbée. « Grégory, mon amour, pardonne-moi de ne pas avoir été là pour toi. Je voulais tellement te donner une vie meilleure, maintenant je ne peux qu'espérer que tu es en paix, dit-elle, la voix brisée. » Herbert regarda, se sentant impuissant mais partageant aussi le même désir de rédemption, alors qu'il se levait pour quitter le cimetière. Quelque chose attira l'attention d'Herbert. Un petit garçon, vêtu de vêtements usés et avec un regard marqué par la faim, se tenait près d'un arbre, les regardant de loin. Herbert fronça les sourcils en réalisant que le garçon ne semblait être accompagné de personne. Il avait l'air timide mais aussi désespéré. Il regarda Ruth, qui avait également remarqué le garçon. « Est-il seul ?» demanda-t-elle, intriguée. Herbert acquiesça et se mit à marcher vers le garçon, essayant de ne pas l'effrayer. Lorsque Herbert s'approcha, le garçon recula un peu, mais ne s'enfuit pas. « Ça va, tu n'as pas à avoir peur, » dit Herbert d'une voix douce. Le garçon, qui ne devait pas avoir plus de 8 ans, le regarda avec de grands yeux méfiants. « J'ai juste faim, monsieur. »« Je ne voulais pas vous déranger, » murmura-t-il, comme s'il avait honte. Herbert ressentit un pincement au cœur en entendant ces mots. Il se pencha pour être au niveau du garçon. « Comment tu t'appelles, mon garçon ?» demanda-t-il en essayant d'être accueillant. Le garçon hésita avant de répondre. « Josh. » Ruth s'approcha, observant Josh de près. Elle s'agenouilla à côté d'Herbert et demanda. « Es-tu seul, Josh? Où est ta famille ?» Josh baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses doigts. « Ma mère, elle n'est plus là, et mon père, je ne l'ai jamais connu. Je vis dans la rue maintenant, » répondit-il d'une voix basse, mais avec une maturité prématurée qui brisa le cœur de Ruth. Herbert échangea un regard avec Ruth, sans un mot, ils semblèrent parvenir à la même conclusion. « Viens avec nous, Josh, nous allons t'emmener manger quelque chose, d'accord ?» dit Herbert en tendant la main. Josh hésita un instant, mais finit par prendre la main d'Herbert alors qu'il quittait le cimetière. Ruth prit l'autre main du garçon, comme si elle voulait le protéger du monde cruel qu'il connaissait déjà si bien. « Est-ce que tu aimes les hamburgers, Josh ?» demanda Ruth en essayant d'alléger l'ambiance pesante. Josh esquissa un petit sourire et répondit. « Je n'en ai jamais mangé, mais je pense que j'aimerais bien. » Herbert sentit une boule se former dans sa gorge en entendant cela, mais se força à sourire. « Alors changeons ça, dès maintenant, » dit-il en essayant d'être joyeux. Ils s'arrêtèrent dans un restaurant simple mais chaleureux et s'assirent à une table près de la fenêtre. Josh regarda autour de lui, les yeux curieux mais aussi méfiants, comme s'il n'était pas habitué à être dans un endroit pareil. Herbert commanda 3 repas complets, dessert compris, pour Josh. « Tu vas adorer, c'est le meilleur burger de la ville, » dit Herbert, tandis que le garçon fixait le menu comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Ruth, assise à côté de Josh, observait chacun de ses gestes avec une tendresse qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Lorsque la nourriture arriva, Josh commença à manger lentement, mais la faim le submergea bientôt et il dévora tout en quelques minutes. Herbert et Ruth échangèrent un regard, esquissant un léger sourire en voyant la satisfaction sur le visage du garçon. « Ça t'a plu ?» demanda Ruth, alors que Josh se léchait les doigts. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée, » répondit-il avec un sourire sincère qui illumina le moment. Herbert laissa échapper un petit rire, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis la mort de Grégory, de l'espoir, en discutant avec Josh. Il commença à éprouver un étrange réconfort en étant avec le garçon. Quelque chose en lui rappelait Grégory, non seulement par son apparence, mais aussi par sa façon douce et timide de parler. Ruth sembla remarquer la même chose, et tous deux commencèrent à agir de manière plus protectrice envers Josh. Sur un coup de tête, Herbert regarda Ruth et suggéra. «
Et si nous faisions semblant qu'il était notre fils, au moins pour l'instant? Il a besoin de nous et peut-être, avons-nous aussi besoin de lui. Ruth regarda Herbert, surprise, mais n'hésita pas longtemps. Penses-tu qu'il accepterait? Demanda-t-elle d'un ton prudent. Herbert jeta un coup d'œil à Josh, qui était distrait par le dessert, et répondit. Je pense qu'il veut juste un endroit où il se sent en sécurité. Essayons. Après avoir fini de manger, Herbert se pencha vers Josh et demanda. Josh, aimerais-tu venir vivre avec nous, juste le temps que nous décidions de la suite? Bien sûr, nous ne voulons pas que tu restes seul dehors. Josh les regarda, les yeux écarquillés, comme si l'offre était trop belle pour être vraie. Vous feriez ça pour moi? Je ne vous connais même pas si bien, dit-il sur un ton plein de doute. Ruth prit la main du garçon et répondit. Oui, Josh, nous ferions cela pour toi, car personne ne mérite de traverser tout cela seul. Josh hésita, mais voyant la sincérité dans les yeux d'Herbert et de Ruth, il hocha lentement la tête. Je veux vivre avec vous, dit-il avec un petit sourire qui illumina le moment. Herbert et Ruth sourirent, sentant qu'en dépit de la douleur, ils avaient trouvé quelque chose qui pouvait les aider à aller de l'avant. Josh n'était pas Grégory, mais à cet instant, il représentait une nouvelle chance d'amour et de rédemption pour eux deux. Et alors qu'ils rentraient chez eux, chacun sentait qu'un nouveau départ était peut-être possible. Le lendemain matin, Herbert se réveilla le cœur lourd. La douleur de la perte de Grégory était toujours une plaie béante, mais il savait que la vie, d'une manière cruelle, exigeait qu'il continue. Alors qu'il s'habillait pour retourner à l'entreprise, il regarda par la fenêtre et vit Josh jouer dans le petit jardin. Le garçon était un rayon de lumière au milieu de l'obscurité qui avait consumé sa vie, mais aussi un rappel du vide laissé par Grégory. Herbert soupira profondément en ajustant sa cravate et en essayant de rassembler la force nécessaire pour affronter un nouveau jour. « Je dois arranger les choses, au moins pour assurer l'avenir de Josh, murmura-t-il pour lui-même. Dans le salon, Ruth était assise, prête à retourner en prison. Ses yeux étaient gonflés de tant de pleurs, mais elle gardait une attitude ferme. « Herbert, merci de m'avoir permis d'avoir ce moment avec Grégory et de m'avoir présenté Josh. Il est spécial, et tu fais quelque chose d'incroyable pour lui, dit-elle en tenant le bras d'Herbert avec gratitude. Herbert hocha la tête, ressentant le poids de sa décision. Toi aussi tu mérites cela, Ruth, mais maintenant je dois arranger les choses dans l'entreprise et je te ramènerai. Je te le promets, nous continuerons de nous battre pour la justice pour tout, répondit-il en essayant d'avoir l'air confiant. Après avoir laissé Ruth en prison, Herbert se dirigea vers l'entreprise, le bâtiment qui représentait autrefois la stabilité et qui semblait désormais être un monolithe froid et oppressant. En entrant dans le hall, il se rendit compte que quelque chose avait changé. Des employés qui avaient l'habitude de le saluer avec respect détournaient maintenant le regard, comme s'ils savaient quelque chose qu'il ignorait encore. Herbert ignora ces regards et se rendit directement au bureau de Jones, déterminé à reprendre le contrôle et à découvrir ce qui se passait. En ouvrant la porte, il trouva Jones assis dans son fauteuil, arborant un sourire triomphant. « Bien, que tu sois venu. »« Je t'attendais, » dit Jones d'un ton ironique. Herbert fronça les sourcils, sentant déjà la tension dans l'air. « Jones, je suis venu pour régler les problèmes en suspens de l'entreprise. Je sais que j'ai été absent, mais les circonstances étaient extrêmes. Maintenant, je suis là pour remettre de l'ordre, » dit Herbert en essayant de rester calme. Jones rit, croisant les bras en se penchant en arrière dans son fauteuil. « Herbert, tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? L'entreprise n'est plus à toi. Maintenant, je suis le seul propriétaire. J'ai acheté ta part il y a des mois pendant que tu étais trop occupé à te lamenter et à négliger tes devoirs, et franchement, je pense t'avoir rendu service. Tu n'as jamais eu la concentration nécessaire pour gérer quelque chose d'aussi grand, dit-il avec une satisfaction évidente. Herbert sentit son sang bouillir en écoutant les paroles de Jones. Tu as acheté ma part sans mon consentement, c'est illégal, Jones. S'écria-t-il en élevant la voix. Jones se contenta de hausser les épaules, impassible. Tu as signé tous les papiers, Herbert. Peut-être étais-tu tellement distrait par tes problèmes personnels que tu ne t'en es même pas rendu compte, mais ne t'inquiète pas, tu es officiellement exclu. Tu peux rentrer chez toi et jouer à être le père du gamin des rues, dit-il avec un sourire cruel. Herbert serra les poings, luttant contre l'envie de s'avancer vers Jones. Il savait que cela ne ferait que donner plus de pouvoir à l'autre homme sur lui. Tu as peut-être volé cette entreprise, Jones, mais je ne te laisserai pas t'en tirer. Je trouverai un moyen de réparer cela, tu peux me croire, dit Herbert fermement avant de se retourner et de quitter le bureau. Jones rit de nouveau, posant ses pieds sur le bureau. Bonne chance, Herbert, tu vas en avoir besoin, dit-il alors qu'Herbert disparaissait dans le couloir.
De retour dans la voiture, Herbert ressentit un mélange de colère et d'impuissance. Il rentra chez lui en silence, essayant d'organiser ses pensées. À son arrivée, il trouva Josh en train de jouer avec une petite voiture que Herbert avait récemment achetée. Voir le garçon lui apporta un calme momentané, mais la frustration brûlait toujours dans sa poitrine. Il entra dans la maison et se dirigea directement vers la chambre, cherchant quelque chose pour se distraire. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange sur l'étagère à côté du lit, une petite caméra était positionnée presque imperceptiblement. Herbert fronça les sourcils, essayant de se rappeler pourquoi elle était là. C'est alors qu'il se souvint qu'il avait installé la caméra dans la chambre il y a quelques semaines pour surveiller Grégory pendant la nuit, inquiet pour la santé de son fils. Il prit la caméra et remarqua qu'elle fonctionnait encore. Il regarda l'écran, sentant un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Se pourrait-il » murmura-t-il pour lui-même en connectant la caméra à l'ordinateur pour vérifier les enregistrements. Au fur et à mesure que les images se chargeaient, Herbert sentit son cœur s'emballer. Il savait que la caméra avait peut-être capturé quelque chose d'important, peut-être même la preuve de ce que Sophia avait fait. Il prit une profonde inspiration, cliqua sur la première vidéo, espérant trouver des réponses aux questions qui le tourmentaient depuis la mort de Grégory. Herbert s'assit devant l'ordinateur, la caméra connectée, tandis que son cœur battait dans sa poitrine. L'écran clignota pendant quelques secondes et bientôt les images commencèrent à se charger. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à voir pouvait être dévastateur, mais il avait besoin de connaître la vérité. La vidéo montrait la chambre de Grégory, éclairée uniquement par la faible lumière d'une lampe. Herbert vit le garçon allongé dans son lit, respirant doucement, le visage serein, comme s'il était en paix. Mais bientôt, une silhouette entra dans la pièce et Herbert sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Sophia apparut dans la vidéo, se déplaçant avec précaution pour éviter de faire du bruit. Elle portait des gants et tenait une seringue dans ses mains. Herbert sentit sa respiration s'accélérer, ses mains tremblant tandis qu'il regardait Sophia s'approcher du lit de Grégory et se tenir immobile pendant quelques secondes, observant le garçon. Puis, avec un calme inquiétant, elle se pencha et injecta la seringue dans le bras du garçon, qui ne bougea même pas. Herbert sentit son sang se glacer en voyant l'insensibilité de Sophia dans cet acte. Elle retira la seringue, observa Grégory pendant quelques secondes de plus, puis quitta la pièce comme si de rien n'était. Lorsque la vidéo se termina, Herbert resta assis en silence, fixant l'écran, les mains serrées en poing, et des larmes coulaient sur son visage. Il savait que Sophia avait, de manière calculée et cruelle, ôté la vie de son fils, et cela le remplissait d'une rage indescriptible. Mais en même temps, il savait qu'il avait enfin la preuve dont il avait besoin. Herbert prit une profonde inspiration, essayant de contrôler ses émotions. « Grégory, mon fils, je te le promets, elle ne s'en sortira pas. Je ferai en sorte que justice soit rendue pour toi, dit-il, la voix étranglée. Il transféra la vidéo sur une clé USB et quitta la maison, déterminé. Dans le salon, Josh, qui jouait, le regarda curieusement. « Papa, où vas-tu » demanda le garçon. Herbert se pencha, posant sa main sur l'épaule de Josh. « Je vais m'occuper de quelque chose d'important, mon garçon. Je reviens bientôt, d'accord ? Reste ici et sois sage, dit-il en essayant de sourire pour rassurer le garçon. Josh hocha la tête, bien qu'il paraissait encore inquiet. Herbert se rendit directement au poste de police, où il fut accueilli par un officier qu'il connaissait. « Herbert, qu'est-ce qui t'amène ici » demanda l'homme d'un ton amical. Herbert ne perdit pas de temps en explications, il serra fermement la clé USB et déclara « J'ai la preuve d'un meurtre. J'ai besoin que vous analysiez ceci immédiatement. » L'officier fronça les sourcils, mais en voyant la gravité sur le visage d'Herbert, il décida de l'emmener auprès du délégué compétent, dans le bureau du délégué. Herbert expliqua toute la situation, depuis l'embauche de Sophia jusqu'aux événements les plus récents. « Voici la preuve, » dit-il en remettant la clé USB. « Cette femme a pris la vie de mon fils, elle faisait semblant d'être une aide-soignante, mais elle était là pour le tuer. Je veux justice. » déclara-t-il d'une voix ferme, bien que celle-ci fût chargée de douleur. Le délégué, réalisant la gravité de la situation, fit immédiatement venir un technicien pour analyser le contenu. Pendant qu'ils attendaient, Herbert sentit son cœur battre la chamade, il tambourinait du bout des doigts sur la table, submergé par l'anxiété. Finalement, le technicien revint avec l'analyse. « Délégué, les images confirment ce qu'il disait. La femme a injecté quelque chose dans le garçon pendant qu'il dormait. Il semble s'agir d'une seringue contenant une sorte de liquide clair. »
Je ferai d'autres tests pour déterminer de quoi il s'agit, mais d'après son comportement, il ne semble pas s'agir de quelque chose d'inoffensif, expliqua-t-il en remettant les détails au délégué. Le délégué soupira en regardant Herbert d'un air grave. C'est sérieux, Herbert. Nous devrons envoyer ces images à un laboratoire pour identifier la substance, mais d'après son comportement dans la vidéo, nous avons déjà des raisons d'émettre un mandat d'arrêt préventif. Elle est clairement une menace, déclara-t-il. Herbert acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et de colère. Merci, délégué. Je veux simplement obtenir justice pour mon fils, dit-il, la voix étranglée. Quelques heures plus tard, le laboratoire confirma ce que Herbert redoutait déjà. La substance contenue dans la seringue était un composé utilisé pour provoquer un arrêt cardiaque. C'était une méthode rapide et silencieuse, ce qui expliquait pourquoi Grégory était décédé si paisiblement, sans signe de souffrance. Avec les preuves en main, le délégué émit un mandat d'arrêt contre Sophia. Elle ne s'en sortira pas, Herbert. Nous avons déjà mobilisé nos équipes et nous la localiserons dès que possible, lui assura-t-il d'un ton ferme. Herbert sentit ses jambes fléchir en entendant la confirmation. Il avait obtenu la preuve dont il avait besoin, mais cela ne ramènerait pas Grégory. En quittant le poste de police, il leva les yeux vers le ciel sombre, les étoiles brillant faiblement. « Grégory, mon fils, j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, c'est à eux, dit-il en poussant un profond soupir. Il savait qu'il avait encore un long combat devant lui, mais à cet instant, il sentait tenir sa promesse de lutter pour la justice. Sophia fut retrouvée dans un petit appartement encombré, se cachant comme si elle savait que son arrestation était inévitable. La police la localisa après plusieurs jours de recherche, grâce à des indices fournis par un informateur qui l'avait vu quitter la ville. Lorsque les agents firent une descente, elle ne tenta pas de résister. Elle leva simplement les mains et sourit ironiquement. « Vous avez pris votre temps. Je vous attendais, » dit Sophia d'un calme inquiétant, ce qui fit échanger des regards suspicieux entre les agents. Elle fut menottée et emmenée directement au poste de police où Herbert attendait déjà, les poings serrés et la colère gravée sur son visage. Dans la salle d'interrogatoire, Sophia semblait à l'aise, comme si elle discutait d'un sujet trivial, mais son expression changea lorsque le détective évoqua les preuves irréfutables du meurtre de Grégory. « Nous avons tout, Sophia, la vidéo, l'analyse de la substance, les témoignages. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cela. Il vaudrait mieux que vous parliez maintenant, avant que la situation ne s'aggrave, » déclara fermement le détective. Sophia soupira en se penchant en avant sur sa chaise. « D'accord, je vais parler, mais je veux quelque chose en retour, une protection, » dit-elle en regardant fixement Herbert, qui observait la scène à travers la vitre. « Protection ? Après ce que tu as fait à mon fils ?» s'écria Herbert en faisant irruption dans la pièce. Il fut immobilisé par le détective, mais sa présence semblait perturber Sophia. « Oui, la protection, parce que lorsque je vous raconterai tout, vous comprendrez que je n'étais qu'un pion dans un jeu bien plus vaste, » répliqua-t-elle avec un sourire amer. Herbert la regarda, peinant à contenir sa colère. « Alors parle. Dis-nous qui est derrière tout ça, » exigea-t-il, la voix chargée de douleur et de fureur. Sophia prit une profonde inspiration, comme pour décider si elle devait vraiment parler. Finalement, elle commença, « C'était Jones. Il m'a engagé. Il disait qu'il avait besoin de te mettre hors de combat, Herbert, parce que tu t'immisçais dans ses affaires, et il voulait la moitié de l'entreprise pour lui seul. Lorsque tu as refusé, il a su qu'il lui fallait quelque chose pour te briser complètement. C'est là que j'intervenais. Il savait que tu ferais n'importe quoi pour Grégory, donc si le garçon n'était plus là, tu n'aurais plus la force de te battre. » Herbert serra les poings, les yeux brillants de colère. « Jones, il est allé trop loin cette fois. Je vais le faire tomber, quoi qu'il arrive. Il va payer pour ça, » déclara-t-il avant de quitter brusquement la pièce. Le détective tenta de l'en empêcher. « Laissez la police s'en charger. Nous avons déjà suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête contre Jones, » dit-il, mais Herbert n'écouta pas. Son esprit était consumé par la rage et le désir de vengeance. Il savait qu'il ne pouvait pas attendre la lente justice de la loi, il voulait régler ça de ses propres mains. De retour dans sa voiture, Herbert parcourut les rues, le regard fixe, ses mains agrippant le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Il savait où trouver Jones. L'homme se trouvait probablement dans son luxueux manoir, savourant sa victoire comme si de rien n'était. Il pense avoir gagné. Il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut et s'en tirer impunément, murmura Herbert pour lui-même en accélérant. Son esprit était résolument fixé sur un seul but, affronter Jones et le faire tomber. En approchant du manoir, quelque chose attira son attention.
Debout sur le trottoir, près d'un petit parc, se trouvait Josh, le garçon que Herbert avait emmené manger il y a quelques jours. Josh semblait perdu dans ses pensées, mais lorsqu'il aperçut la voiture d'Herbert, il agita la main avec enthousiasme. Herbert freina brusquement et baissa la vitre. « Josh, que fais-tu ici » demanda-t-il, surpris. Josh haussa les épaules, souriant timidement. « Je voulais juste voir. Je ne savais pas où aller, alors j'ai pensé te chercher, » répondit-il. Herbert resta silencieux un instant, observant le garçon. Le désir de vengeance contre Jones brûlait toujours en lui, mais la présence de Josh semblait lui apporter une clarté inattendue. « As-tu faim » demanda Herbert, tentant de dissimuler le tumulte des émotions dans son esprit. Josh acquiesça, et Herbert prit une profonde inspiration en éteignant la voiture. « Allez, allons manger quelque chose » dit-il en ouvrant la portière pour que le garçon monte. Tous deux se rendirent dans le même restaurant où ils avaient déjà mangé auparavant. Tandis que Josh dévorait son assiette avec enthousiasme, Herbert l'observait, ressentant le poids de ses décisions. « Josh, savais-tu que tu es très intelligent » demanda Herbert avec un petit sourire. Josh leva les yeux, confus. « Moi, intelligent ? Pourquoi » demanda-t-il. Herbert laissa échapper un léger rire et répondit « Parce que tu es arrivé au moment précis. Je pense que tu as sauvé ma journée. » Josh ne comprit pas entièrement, mais il sourit en retour. Herbert réalisa que, aussi insupportable que fût encore la douleur de perdre Gregory, il y avait quelque chose chez Josh qui lui donnait envie d'aller de l'avant. Il savait que tuer Jones ne ramènerait pas Gregory. Au final, cela ne ferait que perpétuer le cycle de destruction. Herbert soupira en posant sa main sur l'épaule de Josh. « Merci, Josh. Tu ne sais même pas à quel point tu m'aides rien qu'en étant là, » dit-il, la voix emplie de gratitude. Herbert décida qu'au lieu de la vengeance, il se concentrerait sur la reconstruction de sa vie et offrirait à Josh une chance d'un avenir meilleur. Jones serait quand même jugé, mais pas par sa main. Il avait trouvé quelque chose de plus important, la force d'aller de l'avant, même face à tant de douleur. Alors qu'ils mangeaient ensemble, Herbert ressentit une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Peut-être que ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ. Jones était assis dans le box des accusés, vêtu d'un costume impeccable, mais son expression était sombre et chargée d'arrogance. La salle d'audience était bondée de journalistes et de curieux, observant chaque détail du procès, déjà considéré comme l'un des plus importants de la ville. De l'autre côté, Herbert et Ruth regardaient attentivement, assis côte à côte. Tous deux étaient tendus, mais il régnait une atmosphère de justice imminente. Sophia, menottée, était assise à côté de Jones, n'affichant plus l'allure froide et confiante qu'elle avait autrefois, elle avait maintenant l'air minuscule et vaincue. Le procureur présenta des preuves irréfutables, les vidéos de la caméra dans la chambre de Gregory, le témoignage de Sophia admettant que Jones l'avait engagé, et les relevés financiers montrant des transferts suspects sur son compte. Votre honneur, l'accusé Jones a utilisé sa position de pouvoir et d'influence pour orchestrer un crime odieux dans le but de détruire émotionnellement son partenaire et de prendre le contrôle total de l'entreprise. Il s'agit d'un acte de cruauté et d'avidité qui doit être puni dans toute la rigueur de la loi, déclara le procureur d'un ton ferme et direct. Jones resta silencieux, tandis que son avocat tentait d'arguer que les preuves ne suffisaient pas à le relier directement au crime, mais la confession de Sophia fut le coup de grâce. Il savait exactement ce qu'il faisait. Jones m'a payé pour infiltrer la maison d'Herbert et faire tout ce qui était nécessaire pour s'assurer que le garçon ne soit plus là. Il m'a dit qu'un père en deuil n'aurait plus la force de se battre pour quoi que ce soit, dit Sophia d'une voix basse mais suffisamment audible pour que tous dans la salle entendent. Le juge regarda Jones avec sévérité, les preuves présentées et les témoignages sont plus que suffisants pour établir votre culpabilité, monsieur Jones. Votre comportement a non seulement démontré un manque total d'empathie, mais a également révélé un degré de préméditation qui ne peut être ignoré. Vous êtes condamné pour complot, meurtre prémédité et autres crimes connexes, déclara-t-il. Alors que Jones conservait une expression impassible, ses yeux trahissaient pourtant une peur grandissante, et Sophia fut également reconnue coupable de sa participation directe au meurtre de Gregory. Le juge poursuivit, au nom de la justice et en mémoire de Gregory, dont la vie a été ôtée de manière si brutale, ce tribunal condamne Jones et Sophia à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience, et Herbert ferma les yeux en poussant un profond soupir. Il attendait ce moment depuis le jour où il avait perdu son fils. Ruth, à ses côtés, serra sa main, partageant ce mélange de soulagement et de tristesse. Jones fut escorté hors de la salle, menotté,
conservant pourtant son air de supériorité, mais lorsqu'il passa devant Herbert, son masque de confiance tomba. « Ce n'est pas la fin, Herbert. Tu as peut-être gagné aujourd'hui, mais je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait, » dit Jones d'un ton menaçant. Herbert le fixa froidement et répliqua, « Tu es exactement là où tu mérites d'être, et je continuerai ma vie la tête haute, quelque chose que tu ne pourras jamais faire. » Lorsque le procès prit fin, Herbert et Ruth quittèrent ensemble le palais de justice. Josh les attendait dehors, tenant la main d'une travailleuse sociale. Dès qu'il vit Herbert, le garçon courut vers lui et l'enlaça fermement. « Papa, que s'est-il passé ?» demanda Josh, la voix anxieuse. Herbert s'agenouilla en tenant doucement les épaules du garçon. « La justice a été rendue, fiston. Maintenant, nous pouvons recommencer, » dit-il avec un sourire fatigué mais sincère. Ruth observa la scène, les yeux embués de larmes, ressentant un mélange de fierté et de nostalgie pour le fils qu'elle avait perdu. Dans les jours qui suivirent, Herbert prit une décision qui changea complètement la vie de lui et de Josh. Il entama la procédure légale pour adopter le garçon, lui offrant un foyer permanent et une nouvelle chance d'avoir une famille. Lorsqu'il reçut la nouvelle que la procédure avait été approuvée, Herbert pleura pour la première fois depuis des semaines. « Josh, tu es désormais officiellement mon fils, » dit-il en lui remettant les papiers d'adoption. Josh regarda Herbert, les yeux étincelants de bonheur. « Vraiment ? Je suis vraiment ton fils ?» demanda-t-il avec un large sourire. Herbert le serra fort dans ses bras, sentant que, malgré toute la douleur, la vie lui offrait une nouvelle opportunité d'aimer et d'être aimé. « Oui, fiston, vraiment, et rien ne changera cela, » dit-il alors que Josh riait de joie. À partir de ce jour, tous deux entamèrent une nouvelle vie ensemble, remplie de défis mais aussi d'espoir. Herbert savait qu'il n'oublierait jamais Gregory, mais avec Josh à ses côtés, il sentait qu'il pouvait honorer la mémoire de son fils en offrant à Josh l'amour et l'attention qu'il méritait. Ruth, bien qu'encore incarcérée, suivait les nouvelles concernant Herbert et Josh de loin. Elle leur écrivait des lettres, exprimant sa gratitude d'avoir eu la chance de dire adieu à Gregory et de voir que Josh avait désormais une famille. Herbert lisait ses lettres à Josh, soulignant toujours que Ruth avait été une mère courageuse lors de ses derniers instants avec Gregory. Elle fait partie de cette nouvelle histoire aussi, Josh, et tu auras toujours une place spéciale dans son cœur, disait Herbert pendant que Josh écoutait attentivement. La justice avait été rendue, mais plus important encore, Herbert avait trouvé un moyen d'aller de l'avant, maintenant la mémoire de Gregory vivante à travers chaque geste d'amour et d'attention qu'il offrait à Josh. La douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais avec le temps, elle se transforma en force pour construire un avenir meilleur. Et alors qu'Herbert regardait Josh jouer dans la cour par un après-midi ensoleillé, il sentit pour la première fois depuis longtemps que la paix commençait enfin à faire partie de sa vie. Ruth, bien qu'encore incarcérée, bénéficia d'une réduction significative de sa peine grâce à sa coopération avec la justice et à la reconnaissance qu'elle avait été manipulée par Jones par le passé. Elle fut transférée dans un programme de réinsertion où elle put travailler et se préparer à une nouvelle vie en dehors de la prison. Herbert et Josh la visitaient fréquemment, renforçant les liens qui avaient été ravivés durant les moments les plus difficiles de leur vie. « Je n'aurais jamais imaginé avoir une seconde chance avec vous, » disait Ruth, les larmes aux yeux, en étreignant son fils adopté et son ex-mari. Un jour, alors qu'Herbert et Josh plantaient des fleurs dans la cour, le garçon regarda Herbert avec une expression curieuse. « Papa, penses-tu que nous pourrions planter un arbre pour Gregory ? Comme ça, chaque fois que je le verrai, je me souviendrai de lui et de ce qui le rendait si spécial, » dit Josh avec la sincérité que seul un enfant peut avoir. Le cœur d'Herbert se serra, mais il sourit, ému. « C'est une belle idée, mon fils. Plantons l'arbre le plus fort et le plus beau que nous puissions trouver, car Gregory le mérite, » répondit-il en serrant Josh dans ses bras. L'arbre fut planté au centre de la cour, et Josh en prit soin chaque jour. Herbert comprit que ce geste simple était bien plus qu'un hommage, c'était une manière de panser les blessures et de préserver la mémoire de Gregory de façon positive. Au fil du temps, l'arbre grandit, ses branches robustes et ses feuilles vertes symbolisant la renaissance et l'espoir qui emplissaient désormais la vie d'Herbert et de Josh. Pendant que Jones et Sophia faisaient face aux conséquences de leurs actes en prison, Jones perdit toute son arrogance, contraint d'affronter la réalité que sa cupidité avait détruit sa vie. Sophia, quant à elle, manifesta un véritable remords en écrivant une lettre à Herbert pour lui demander pardon pour ses crimes. « Je sais que les mots ne peuvent pas réparer ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je le regrette profondément. J'espère que toi et Josh trouverez la paix, » écrivait-elle. Herbert, bien que toujours blessé, décida de lui pardonner. « Le pardon n'est pas pour elle, c'est pour nous afin que nous puissions aller de l'avant. »
expliqua-t-il à Josh. Au fil du temps, Herbert prit la décision difficile mais nécessaire de se détacher de l'entreprise qu'il avait construite avec Jones. Cette entreprise, qui symbolisait autrefois des années de travail acharné et de succès, était désormais le rappel de toute la douleur et de la trahison qu'il avait subie. Vendre sa part fut comme se libérer d'un poids qui le liait au passé. Avec l'argent de la vente, Herbert mit en œuvre un rêve né peu après la perte de Gregory, la création d'un centre communautaire en l'honneur de son fils, un lieu où les enfants défavorisés pourraient trouver sécurité, soutien et opportunités. Le centre communautaire Gregory devint rapidement un refuge pour de nombreuses familles. Herbert s'impliqua personnellement dans chaque détail des activités proposées au mentorat des enfants. Cet endroit est là pour que aucun enfant ne se sente oublié, comme c'est trop souvent le cas dans le monde. Je veux que chacun d'eux sache qu'il est spécial, disait-il en organisant des dons de nourriture et de jouets. Le centre offrait des cours de soutien, des activités sportives et même des ateliers d'art, tous conçus pour stimuler la créativité et l'épanouissement des enfants. Josh, désormais une partie essentielle de la vie d'Herbert, accompagnait son père à chaque visite du centre. Le garçon, avec sa douceur et son sourire contagieux, devint rapidement aimé de tous ceux qui fréquentaient l'endroit. Il a le cœur de Gregory, disaient certaines des mères aidées. Herbert savait que Josh représentait une nouvelle opportunité d'aimer et de prendre soin, et la fierté qu'il éprouvait pour le garçon grandissait chaque jour. Un jour, alors qu'il regardait les enfants jouer dans la cour du centre, Josh se tourna vers Herbert avec un regard plein d'admiration. « Papa, Gregory serait tellement fier de toi. Tu as fait quelque chose d'incroyable pour lui et pour tous ses enfants, dit-il. » Herbert, touché par les paroles de son fils, posa sa main sur son épaule. « Je suis fier de toi, JN, d'être si fort et généreux. Tu es une lumière dans nos vies, » répondit-il, ressentant une chaleur dans sa poitrine qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Ce moment fut la preuve que, même dans les pires circonstances, quelque chose de beau pouvait éclore. Alors qu'Herbert se dévouait au centre, Ruth commença également à construire une nouvelle vie. Après avoir terminé son programme de réinsertion, elle obtint un emploi d'assistante dans un cabinet d'avocats spécialisé dans la défense des victimes d'injustice. Ce travail n'était pas simplement une occupation, c'était une mission personnelle. Ruth estimait qu'en aidant les autres à surmonter leurs propres défis, elle réparait en quelque sorte ses erreurs passées. Herbert et Josh la soutenaient à chaque étape, célébrant ses réussites. « Tu l'as fait, Ruth. J'ai toujours su que tu avais la force de changer, » dit Herbert lors d'un dîner de famille célébrant sa nouvelle vie. Ruth sourit, regardant tous deux, et répondit, les larmes aux yeux, « Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. Vous êtes ma raison de continuer. Merci d'avoir cru en moi, même quand je doutais de moi-même. » Le lien entre eux se renforça au fil du temps, transformant la douleur du passé en une base solide d'amour et de soutien mutuel. Par une journée ensoleillée, Herbert et Josh décidèrent de visiter la tombe de Gregory, comme ils le faisaient régulièrement depuis qu'ils avaient planté l'arbre en son honneur. Le ciel était bleu, parsemé de quelques nuages, et une brise légère semblait porter une touche de sérénité. Herbert portait un bouquet de fleurs fraîches, soigneusement choisies par Josh, qui avait insisté pour apporter des tournesols, car selon lui, ce sont les fleurs les plus joyeuses, et Gregory mérite la joie. Le cimetière était paisible, le chant des oiseaux emplissant l'air et le parfum des fleurs créant une atmosphère accueillante, presque spirituelle. Lorsqu'ils atteignirent la tombe, Herbert s'agenouilla en premier et nettoya soigneusement la pierre tombale. « Gregory, nous sommes de nouveau ici. Nous avons apporté des fleurs et des histoires à partager, » dit-il avec un sourire mélancolique. Josh, les petites mains posées sur sa poitrine, observait attentivement, absorbant chaque mot comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. « Papa, penses-tu que Gregory peut vraiment nous entendre ?» demanda Josh, les yeux brillants de curiosité et d'espoir. Herbert le regarda avec tendresse, remettant en ordre les cheveux du garçon. « Je le crois, mon fils. Il vit dans nos cœurs, d'une certaine manière, il est toujours avec nous, » répondit-il, la voix chargée d'émotion. Les deux commencèrent à partager des histoires sur Gregory, certaines drôles, d'autres émouvantes. Herbert parla du sourire charmant de son fils, de son rire contagieux, et de la façon dont il aimait jouer avec les petites voitures, désormais conservées comme un précieux souvenir. Josh, qui n'avait jamais rencontré Gregory, écoutait avec admiration, comme s'il rencontrait un héros de conte de fées. Après un moment, Josh s'agenouilla devant la pierre tombale, tenant l'un des tournesols qu'il avait apporté. « Gregory, merci de m'avoir permis de faire partie de ta famille, même si je ne t'ai jamais connu en personne. Je promets de prendre soin de notre papa et de le rendre heureux, » dit-il, la voix emplie de sincérité et d'amour.
En entendant ces paroles, Herbert sentit les larmes monter à ses yeux. Il posa une main sur l'épaule de Josh, éprouvant une immense fierté pour ce garçon qui, à tant de égards, guérissait son cœur. « Grégory sera toujours avec nous, Josh. Dans tout ce que nous faisons, dans chaque sourire que nous partageons, il sera là, » répondit Herbert, la voix étranglée par l'émotion. Le silence qui suivit n'était rompu que par le bruissement des feuilles dans le vent, comme si la nature elle-même se joignait à ce moment de connexion et de paix. L'avenir semblait plus radieux que jamais pour Herbert et Josh. Au fil du temps, Herbert se consacra pleinement au centre communautaire, élargissant ses activités pour toucher davantage d'enfants et de familles. Il lança des programmes éducatifs et sportifs, ainsi que des ateliers de compétences pratiques pour les jeunes et les adultes. « Je veux que cet endroit soit un phare pour tous ceux qui ont besoin d'espoir », disait-il à l'inauguration de chaque nouveau projet. De son côté, Josh devint non seulement un participant actif, mais aussi un véritable ambassadeur du centre. Il accueillait les autres enfants avec un sourire chaleureux, à de nombreuses occasions, partageait sa propre histoire pour inspirer les autres. Un jour, en regardant les enfants jouer dans la cour du centre, Josh regarda Herbert avec un sourire plein de fierté. « Papa, Grégory serait tellement fier de toi. Tu as transformé quelque chose d'aussi triste en un lieu où les gens peuvent être heureux, » dit-il. Touché par les paroles de son fils, Herbert serra Josh affectueusement dans ses bras et déclara « Je suis fier de toi, JN, d'être si fort et généreux. Tu es une lumière dans nos vies », répondant ainsi, le cœur rempli d'une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Le lien entre eux continua de grandir, telles les racines d'un arbre trouvant sa force même dans les terrains les plus difficiles. Au fil des années, le centre communautaire Grégory devint une référence dans la ville, impactant la vie de centaines d'enfants et de leurs familles. Herbert était souvent invité à raconter comment il avait transformé sa douleur en quelque chose d'aussi positif. « Tu as transformé ta douleur en quelque chose d'aussi beau, Herbert », disait une mère lors d'un événement au centre. Herbert regarda humblement Josh, qui l'aidait à organiser les dons de la journée, et répondit « Ce n'était pas seulement moi. C'était notre famille, et tout a commencé avec le cœur généreux de Grégory. » Chaque soir, Herbert et Josh perpétuaient une tradition chère à leur cœur. Ils se promenaient ensemble dans la cour de leur maison, un moment sacré qui les rapprochait encore davantage. La cour était dominée par le grand arbre qu'ils avaient planté en l'honneur de Grégory, dont les branches s'étendaient désormais largement, offrant une ombre fraîche et accueillante. Cet arbre n'était pas seulement une présence physique, il semblait presque vivant, comme s'il portait l'essence de Grégory, protégeant et veillant sur la petite famille rassemblée sous son ombre. Josh aimait observer les feuilles danser dans le vent, insistant toujours qu'elles se balançaient exprès, lui faisant un signe. « Regarde, papa, as-tu vu comme elles se balançaient à l'instant ? Je parie que c'était Greg qui nous saluait, » disait-il, les yeux pétillants de joie et avec une innocence qui réchauffait le cœur d'Herbert. Il ne contredisait jamais le garçon, au contraire, Herbert encourageait toujours l'idée que, d'une manière ou d'une autre, Grégory était là. « Je pense que tu as raison, mon fils. Il doit être heureux que nous soyons ensemble, » répondait Herbert en souriant et en caressant les cheveux de Josh. Parfois, il s'asseyait sous l'arbre, adossé contre le tronc fort et rugueux, tandis qu'il parlait de leur journée. Herbert aimait entendre Josh raconter sa journée, sa voix animée emplissant le silence de la cour. « Papa, penses-tu que l'arbre ressent quand on lui parle ?» demanda un jour Josh, avec la curiosité sincère propre à un enfant. Ému par la question, Herbert regarda le garçon avec un doux sourire. « Je pense que oui, mon fils, et je crois qu'il répond si nous savons écouter. Peut-être dans la façon dont le vent fait bouger les feuilles ou dans le son qu'elles produisent en tombant, » répondit-il d'un ton réfléchi. Josh aimait tant cette idée qu'il fermait souvent les yeux, penchant la tête comme s'il essayait d'entendre ce que l'arbre avait à dire. « Je crois qu'il dit qu'il est fier de nous, papa, qu'il sait que nous prenons bien soin de ce que Grégory nous a laissé, » disait-il timidement avec un sourire. En entendant cela, Herbert sentit une boule se former dans sa gorge. Il passa son bras autour de Josh et déclara, la voix chargée d'émotion, « C'est vrai, mon fils. Nous prenons soin, et Grégory est toujours fier de toi. » L'arbre devint plus qu'un simple symbole de dépassement des épreuves, il était un lieu de connexion et un refuge émotionnel pour Herbert et Josh. Au printemps, lorsque les fleurs commençaient à éclore parmi ses branches, Josh disait que c'était le moment où Grégory était le plus heureux, répandant couleur et vie dans toute la cour. En automne, quand les feuilles tombaient, Josh les ramassait soigneusement et insistait pour les garder, affirmant que chaque feuille était un petit morceau de Grégory qu'il voulait conserver près de lui. Herbert aidait le garçon, ému par l'amour et l'attention qu'il manifestait. Ensemble, en tant que famille reconstruite par l'adversité,
ils trouvèrent force et réconfort dans cet arbre, symbole de leur perte et de leur victoire. Ils apprirent qu'au cœur des ténèbres, l'amour avait le pouvoir de transformer la douleur en quelque chose de beau et de durable. Et tandis qu'ils traversaient la cour sous l'ombre doucement ondoyante des branches, ils savaient que Grégory restait présent, non seulement dans leur mémoire, mais dans chaque sourire des enfants du centre, dans chaque tournesol qui fleurissait, et surtout dans le lien indéfectible qui les unissait en tant que véritable famille. L'ombre de l'arbre n'était pas qu'une présence physique, elle rappelait constamment qu'avant même que la vie ne devienne insupportable, il existait toujours de la place pour l'espoir, le pardon et de nouveaux départs. Et ainsi, sous le ciel étoilé où la lueur dorée du crépuscule, Herbert et Josh, côte à côte, continuèrent de marcher, bâtissant un avenir où la lumière de l'amour trouvait toujours le moyen de briller, même lors des nuits les plus sombres.